Que fait un bateau au beau milieu du désert? On s'attendrait plutôt à retrouver un navire près des côtes. Cette question a préoccupé les archéologues pendant des décennies. En 1988, une tempête s'est abattue près de l'un des sites archéologiques majeurs de l'Égypte ancienne. Une structure en bois est alors apparue, dégagée des sables. Elle avait été rongée par les termites, mais les scientifiques étaient résolus à percer son mystère. En l'an 2000, les fouilles ont débuté à proximité d'Abydos, et une équipe d'experts américains a rapidement découvert un bateau de 21 mètres de long. Cependant, cette découverte n'était pas isolée, puisqu'ils ont mis au jour 14 autres embarcations, soigneusement alignées les unes à côté des autres. L'état de ces navires a rendu leur extraction complète impossible, mais, heureusement, le bois était suffisamment bien préservé pour y prélever un échantillon. Les analyses ont révélé que ces bateaux dataient d'environ 5000 ans, faisant ainsi de cette flotte la plus ancienne de l'histoire humaine connue à ce jour. La période de leur construction remonte à 5 siècles, avant l'édification des pyramides de Gizeh. Chaque navire était abrité dans une chambre voûtée, parfaitement adaptée à ses dimensions. Cette pièce mesurait environ un tiers de la taille d'un court de tennis et était entourée de murs en briques de boue, ornés de plus de 120 représentations de bateaux. Ces dessins avaient été incisés sur des murs blanchis à la chaux, remarquablement préservés au fil du temps. Les scientifiques sont au fait de l'existence de ces chambres mystérieuses depuis plus d'un siècle, période durant laquelle un archéologue britannique, Arthur Weigall, a découvert une structure intrigante à l'ouest du Nil. Son équipe a eu un aperçu des murs intérieurs, mais une partie du toit s'est malheureusement effondrée, les contraignant à interrompre leur exploration. Bien que les chercheurs aient abandonné le site, son emplacement a continué d'être inscrit sur les cartes. La position des bateaux a d'abord amené les scientifiques à penser qu'ils se trouvaient sur une rive du Nil. Cependant, cette théorie présentait une faille. Actuellement, le fleuve s'écoule à près de 11 km à l'ouest d'Abydos. Des recherches supplémentaires sur le terrain environnant ont révélé que le Nil n'avait pas changé de cours au fil de l'histoire. De plus, si les bateaux avaient flotté près d'un quai, leur position aurait été instable. Or, les 14 embarcations découvertes à Abydos étaient parfaitement alignées les unes par rapport aux autres. Une seule conclusion pouvait être tirée de cette situation. Quelqu'un les avait délibérément disposées ainsi, ce qui impliquait un effort considérable. Chaque bateau pouvait accueillir jusqu'à 30 rameurs, prouvant ainsi qu'ils étaient adaptés à la navigation. Il ne s'agissait pas de simples maquettes, mais les chercheurs doivent encore déterminer s'ils ont effectivement navigué sur des étendues d'eau de l'Égypte ancienne. Cela n'enlève rien à l'importance de cette découverte. Auparavant, les archéologues n'avaient mis au jour que des modèles réduits. Dans le tombeau de Toutankhamon, par exemple, on dénombre 35 maquettes de bateaux. Et pendant une longue période, ces figurines constituaient les seules indications sur l'apparence des navires de l'Égypte ancienne. La conception de ces bateaux atteste de leur authenticité. Ils constituent les plus anciens exemples connus de ce que l'on appelle des bateaux construits. Dans l'Antiquité, les gens réalisèrent des embarcations primitives en creusant de grands troncs d'arbres, tandis que l'alternative consistait à assembler des roseaux pour former un radeau. Mais les bateaux découverts à Abydos étaient composés de planches attachées ensemble. Cette découverte a marqué une avancée significative dans le domaine de la construction navale. À leur époque, ces bateaux devaient être impressionnants, car le bois représentait une ressource précieuse. Dans le désert, il n'y avait pas de bois, et le cèdre devait être importé du Liban. Seul le pharaon pouvait se permettre un tel luxe. L'étude de la zone entourant l'ancienne flotte a également apporté des éclaircissements supplémentaires. Les scientifiques ont découvert une structure en briques de boue dédiée au culte du pharaon, et sa date de construction approximative coïncide avec celle des bateaux en bois. Les mêmes briques utilisées pour édifier ce bâtiment ont également servi à enfermer la flotte. Lors de leur construction, les salles qui les abritaient étaient dotées d'un plafond, une section que les archéologues ont mise au jour au début du XXe siècle. Tout comme les momies dans leurs sarcophages, ces magnifiques navires reposaient à l'intérieur de voûtes splendides. L'extérieur de ces salles était tout aussi impressionnant. À l'origine, les murs extérieurs étaient revêtus d'un enduit en calcaire blanc qui avait la capacité de réfléchir la lumière. Sous les rayons du soleil désertique, la structure abritant les bateaux devait resplendir à des kilomètres à la ronde. Les bâtisseurs égyptiens anciens ont employé la même méthode pour recouvrir les pyramides 5 siècles plus tard. Aujourd'hui, leur surface apparaît en dents de scie, mais cela n'a pas toujours été le cas. Lors de leur construction, les pyramides présentaient une fine couche supérieure de calcaire blanc, dont la surface lisse scintillait sous la lumière du soleil. Plutôt que d'avoir des marches, la couche extérieure des pyramides se présentait davantage comme une pente élégante. Les archéologues aussi se posaient une ultime question. À quel pharaon appartenait cette flotte? La réponse se trouvait à moins de 2 km du site.
à l'emplacement du tombeau d'un pharaon de la 5e dynastie, le roi Sésostris III. La période et le style de construction de ce dernier coïncidaient avec ceux des chambres contenant les bateaux. La fin de son règne pourrait expliquer comment ces embarcations ont fini en plein désert. Il est probable que le pharaon soit mort dans le nord de l'Égypte, puis que son corps ait été transporté le long du Nil jusqu'à Abydos, dans une majestueuse procession de bateaux décorés. Les vaisseaux furent ensuite descendus dans des chambres situées près du lieu de dernier repos de leurs propriétaires, ce qui revêtait une signification symbolique. Dans la croyance des anciens Égyptiens, les navires occupaient une place centrale. Leur divinité suprême, le dieu Ré, parcourait le ciel durant la journée sous la forme du soleil, tandis que la nuit, il naviguait à travers le monde souterrain dans une barque solaire. Le pharaon s'identifiait à Ré, ce qui expliquait son besoin d'embarcation dans l'au-delà. Elle représentait le seul moyen de se régénérer, tout comme le soleil se lève chaque jour à l'horizon. Cette croyance perdura pendant des millénaires. Un pharaon emblématique, Khéops, possédait également un navire, découvert par des scientifiques en 1954 à proximité de sa pyramide à Gizeh. Ce dernier est environ 4 siècles plus récent que la flotte d'Abydos, mais le bateau de Khéops était presque 2 fois plus long. La grande pyramide de Gizeh et le tombeau de Toutankhamon figurent parmi les découvertes archéologiques les plus célèbres d'Égypte. Pourtant, de nombreux secrets demeurent enfouis sous les sables infinis du Sahara. Récemment, en 2020, des archéologues ont mis au jour une ville perdue, qualifiée de plus importante découverte depuis celle du tombeau de Toutankhamon en 1922. La ville d'Aton, âgée d'environ 3000 ans, suscite l'espoir des historiens d'obtenir un aperçu de la vie quotidienne des anciens Égyptiens. L'archéologue et égyptologue renommé Zahi Hawass a décrit ce site comme une cité d'or oubliée. Aton se situe à environ 500 km au sud du Caire, la capitale égyptienne, et se trouve à proximité de la célèbre vallée des rois. Les archéologues ont d'abord découvert des sections de murs en briques de boue qui s'étendaient dans toutes les directions. Puis, ils ont mis au jour des pièces complètes contenant des outils du quotidien. L'équipe de fouilles a également révélé une boulangerie, un quartier résidentiel et un district administratif, tous datant de l'époque où la civilisation égyptienne était à son apogée. Ils ont également été les pionniers dans la fabrication d'objets en fer. En 1911, des scientifiques ont découvert un ensemble de perles en fer près du village d'El Gerzeh en Basse-Égypte. Ces perles représentent les plus anciens artefacts en fer connus à ce jour. Cette découverte est proprement fascinante, car les anciens les ont créées en martelant un morceau de météorite. Ces 9 perles faisaient autrefois partie d'un collier élaboré. Aujourd'hui, elles sont corrodées et noircies, ce qui est parfaitement normal pour un bijou datant de plus de 5000 ans. Composées d'un alliage de fer et de nickel, ces perles témoignent du savoir-faire exceptionnel des anciens bijoutiers. Leur habileté est d'autant plus remarquable qu'ils ignoraient l'origine stellaire du matériau utilisé. La pyramide de Khéops présente également une caractéristique remarquable. Un groupe de recherche international a analysé la réponse électromagnétique de la structure aux ondes radio et a découvert que la pyramide était capable de concentrer l'énergie électromagnétique en son sein. Ce phénomène se produit tant à l'intérieur de ses chambres qu'en dessous de sa base. Elle abrite également une chambre souterraine inachevée. Il semble que cette réponse électromagnétique soit liée aux propriétés du calcaire, le principal matériau utilisé dans la construction de la Grande Pyramide. Les résultats de cette recherche pourraient avoir des applications pratiques, notamment en vue d'améliorer le fonctionnement des cellules solaires et des nanocapteurs. Bonjour à tous, petite question. Quelle est la capitale du Japon? Si vous avez répondu Tokyo, vous avez vu juste. Tokyo est l'une des villes les plus modernes et les plus colorées du Japon. Mais pendant plus de 1000 ans, c'est Kyoto qui a occupé cette place. Oui, je sais, les noms se ressemblent. Mais alors que Tokyo est le centre futuriste du Japon, Kyoto est l'une des villes les plus traditionnelles et historiques du Japon. Elle s'est considérée comme la capitale culturelle du pays. Nous allons jouer au jeu des différences. Voici 2 photos. La première est de Tokyo et la seconde de Kyoto. Pouvez-vous dire quelle est la principale différence entre les deux? Attendez encore une seconde. Voici 2 autres photos. La première vient d'Asakusa, un quartier de Tokyo, et la seconde de Kyoto. Quelle est, selon vous, la principale différence? Vous avez sans doute deviné où je veux en venir. Si ce n'est pas le cas, je vous explique. La principale différence, ce sont les couleurs. Si vous avez déjà eu l'occasion de voyager un peu,
Vous avez probablement remarqué que les villes ont des préférences en matière de couleurs. Par exemple, Rome est terracotta et Paris varie entre les tons gris et sépia. En regardant ces images, on peut voir que Tokyo est lumineuse, électrique et semble même un peu chaotique. Kyoto est monochrome et donne une impression de calme et de sérénité. Il est fascinant de découvrir qu'en fait, cette distinction entre les deux villes est liée à une loi sur les paysages. En 2007, Kyoto a adopté une loi interdisant les panneaux de signalisation colorés. Cette loi visait également à normaliser l'ensemble des constructions, afin de donner à la ville un aspect plus homogène. Kyoto ayant été la capitale du Japon pendant une longue période, elle a été construite selon l'architecture et les principes traditionnels du feng shui. C'est pourquoi de nombreux bâtiments ont cette forme asiatique traditionnelle. Par exemple, ces plafonds incurvés, comme dans le film Mulan. Bien sûr, ce style est très éloigné de ce que font les architectes modernes aujourd'hui. Si vous regardez Tokyo, vous verrez des gratte-ciel en verre plutôt que ces vieux bâtiments. Mais tout cela fait partie d'un plan plus vaste, qui a pour origine les recommandations pour l'aménagement du paysage de Miyako. Le principal argument de la municipalité pour faire passer cette loi était que Kyoto était en train de perdre son paysage unique en raison de la modernisation du Japon. Si Kyoto suivait les traces de Tokyo et construisait d'immenses gratte-ciel, ses habitants ne seraient plus en mesure d'admirer les 3 montagnes qui entourent la ville. Et soyons honnêtes, ce serait bien dommage. De plus, il est agréable de pouvoir visiter différentes villes du Japon et de constater qu'elles sont uniques en leur genre. Si la loi sur les paysages s'appliquait à l'ensemble du Japon, nous ne pourrions pas voir des merveilles architecturales telles que le Tokyo Skytree ou l'immeuble à la flamme d'or d'Asahi. Jetez un coup d'œil au quartier d'Akihabara à Tokyo. C'est l'un des quartiers les plus modernes du Japon. Il regorge de technologies de pointe à chaque coin de rue. Et oui, il y a aussi des panneaux partout. Si on compare tout ça avec le Kyoto post-nouvelle loi, la première chose qui saute aux yeux, c'est l'affichage sur les toits. De plus, les feux clignotants et les feux mobiles y sont désormais interdits. Ce Starbucks de Kyoto illustre également mon propos. Si vous vous promeniez dans les rues bucoliques de Kyoto à la recherche d'un endroit où déguster un cappuccino, vous passeriez complètement à côté de ce café. Je pense que nous sommes tous d'accord pour dire que le logo traditionnel de Starbucks a été conçu pour attirer l'attention avec cette créature couronnée qui ressemble à une sirène, soutenue par un fond très vert. Dans d'autres endroits du Japon, il a gardé cet aspect. Mais à Kyoto, la marque s'est surpassée pour respecter les nouvelles directives et a produit ce magnifique logo en bois, ainsi qu'une petite plaque indiquant que ce bâtiment propose des cafés au lait. Eh oui! Il existe de nombreux exemples de ce type. À Kyoto, le 7-Eleven n'a plus ses traditionnelles bandes rouges, oranges et vertes. Son logo est désormais en noir et blanc. Vous vous dites peut-être que c'est ennuyeux, mais je pense que nous sommes d'accord sur le fait qu'il est parfait dans cet environnement. Il existe de nombreux exemples de ce type. À Kyoto, le 7-Eleven n'a plus ses traditionnelles bandes rouges, oranges et vertes. Son logo est désormais en noir et blanc. Vous vous dites peut-être que c'est ennuyeux, mais je pense que nous sommes d'accord sur le fait qu'il est parfait dans cet environnement. En ce qui concerne la palette de couleurs autorisée, la loi utilise le système de couleurs Munsell pour déterminer les niveaux acceptables. En général, les versions atténuées des couleurs fortes, comme le rouge, le noir, le vert, etc., sont acceptées. Mais imaginez s'ils adoptaient une palette à la Wes Anderson. On aurait l'impression d'être dans une ville jouet. Dans un premier temps, les vendeurs et les commerçants ont été troublés par la nouvelle loi. Ils ne comprenaient pas pourquoi ils devaient changer leur image de marque au nom d'une certaine esthétique que la ville essayait de préserver. Mais avec le temps, non seulement ils ont accepté la loi, mais ils en ont vu les avantages pour le succès de leur marque. Vous voyez, cela a contribué à faire de Kyoto une attraction touristique encore plus importante. Les touristes ont l'impression de voyager dans le temps, en quelque sorte. Certains touristes aiment même s'habiller en kimono traditionnel et se promener comme des geishas. La municipalité a également mis en place un système de prix pour récompenser les magasins et les marques qui ont bien fait leur travail. Par exemple, le Starbucks camouflé a été récompensé en 2018, tout comme Sagawa, une importante société de livraison japonaise, en 2012.
Les magasins ne sont pas les seuls à devoir s'adapter aux nouvelles directives. Les distributeurs automatiques et les bureaux de poste, notamment, ont dû être adaptés. Là encore, l'idée est de rendre la ville plus cohérente sur le plan visuel. Et ça marche. Que se passe-t-il si vous ne respectez pas les règles? Les personnes qui choisissent d'ignorer la loi sur le paysage peuvent passer jusqu'à 1 an en prison ou payer une énorme amende. Nous pouvons également comparer les différences à l'intérieur même de Kyoto. Dans le centre-ville, la loi sur le paysage est moins stricte. Vous trouverez donc des bâtiments plus hauts et des panneaux plus grands et plus colorés. En revanche, lorsque vous quittez le centre et que vous vous dirigez vers les petites localités de campagne, la loi est nettement plus rigide. Elle est particulièrement stricte autour des sites classés au patrimoine de l'UNESCO. Au cas où vous ne le sauriez pas, il y a 17 sites du patrimoine à Kyoto. Oui, c'est beaucoup. Mais c'est ce qui rend Kyoto si unique. Bienvenue dans le quartier de Pontocho. Ce quartier est un bon exemple de la façon dont la loi sur le paysage a changé la physionomie de la ville au fil des ans. Pontocho est une jolie ruelle de Kyoto qui s'étend sur plusieurs pâtés de maisons. Si vous comparez cette image de 2009 avec celle-ci qui date de 2023, vous constaterez de nettes différences. Tout d'abord, l'énorme panneau à l'entrée de la ruelle a disparu. Il en va de même pour les fils qui pendent du haut des boutiques. Le trottoir a été refait et les grandes enseignes ont disparu. C'est beaucoup plus propre. La nuit, la ruelle s'est transformée en un lieu idéal pour les repas d'ambiance, la législation ayant aussi décidé de régir le type d'éclairage autorisé dans le quartier. Voici à quoi elle ressemble la nuit. Ça vous donne envie d'aller manger des sushis? Je ne peux m'empêcher de penser que cette loi sur le paysage a beaucoup contribué à l'architecture minimaliste du Japon. Bien que des images comme celle-ci, à Tokyo, soient loin de l'idée que nous nous faisons de cette esthétique minimaliste, Kyoto s'inscrit parfaitement dans cette optique. Et si nous jetions un coup d'œil à l'intérieur de l'un de ces établissements? Le Starbucks dont nous avons parlé plus haut a également investi dans la transformation de sa déco intérieure. C'est le premier Starbucks où vous pouvez boire du thé sur un sol en tatami. Vous pouvez vous asseoir les jambes croisées, comme le font de nombreux Japonais, et déguster une délicieuse boisson chaude. Je dois dire que j'aime beaucoup le nouveau Kyoto. Qu'en pensez-vous? Pourquoi l'Australie est-elle si étrangement vide? Pourquoi n'avons-nous pas encore découvert une si grande partie de l'océan? Notre planète est-elle une sphère parfaite? Et la Terre était-elle autrefois plus violette que verte? Tu ne connais sans doute pas les réponses à ces questions sur notre planète. Alors découvrons-les ensemble. L'Australie est vraiment immense. Pour comprendre à quel point, il faut savoir qu'elle est presque aussi grande que l'Europe entière. Mais avec seulement 26 millions d'habitants environ, l'Australie fait partie des pays ayant la plus faible densité de population. Elle ne pointe qu'au 55e rang mondial en termes de population, alors qu'elle possède la 6e plus grande superficie. Pourquoi une si grande partie du pays est-elle vide? Une hypothèse plausible serait la présence de ces animaux dangereux qui se cachent derrière chaque pierre. Mais il y a une autre raison pour expliquer cela. La sécheresse de l'Australie fait que 85% de sa population vit à moins de 50 km des côtes et 80% vivent sur la côte est où les précipitations sont plus fréquentes. Toutefois, bien qu'il y ait clairement un manque de précipitations, seuls 20% de l'Australie constituent un désert invivable et seuls 40% sont considérés comme non habitables selon des critères humains. La consommation d'eau est plus élevée que les précipitations moyennes annuelles. Mais il existe une autre source d'eau ancienne cachée sous terre qui peut pourvoir aux besoins d'une population bien plus importante. Il s'agit de l'une des plus vastes ressources souterraines d'eau douce du monde, le Grand Bassin Artésien. Il couvre une superficie stupéfiante de 1,7 million de kilomètres carrés, soit 1/5 de la taille de l'Australie. Il contient suffisamment d'eau pour recouvrir la Terre d'une couche de 50 cm de profondeur. Ou bien, et c'est nettement plus utile, il pourrait fournir assez d'eau aux Australiens pendant les 1500 prochaines années. Seulement 6,5% de la surface de l'Australie a un sol adapté à l'agriculture, ce qui ne semble pas énorme. Mais au cas où tu l'aurais oublié, l'Australie est grande, et ce petit pourcentage représente environ la taille de la France. Avec cette immense surface disponible pour les cultures, l'Australie a plus qu'assez de denrées pour nourrir sa population. Et 70% des produits agricoles sont exportés à l'étranger. Alors, avec beaucoup de terre, de nourriture et d'eau, pourquoi la population est-elle si peu nombreuse?
La raison en est le processus de migration très lent. Au début, seuls les habitants du Royaume-Uni vivaient ici. Puis, ils ont ouvert leurs frontières aux autres Européens, mais les restrictions sont restées en place jusqu'en 1973. On pourrait penser que près de 200 ans seraient suffisants pour que beaucoup plus de gens y migrent. Mais l'Australie était tout simplement trop loin. Le risque de voyager sur une si longue distance et les coûts du voyage ont fait que les Européens ont préféré les options plus courtes et moins chères et ont migré ailleurs, comme au Canada ou aux États-Unis. Depuis 2000 ans, les gens ont compris que la Terre était ronde. Mais savais-tu que ce n'est pas une sphère parfaite ? Du fait de la rotation inclinée de la Terre, notre planète change constamment de taille. Très lentement, bien sûr. Les pôles nord et sud sont étonnamment plats. La Terre ressemble davantage à une boule que l'on écraserait. Imagine une main géante dont les doigts exerceraient une pression sur les deux pôles. À cause de cette pression, l'équateur est un peu gonflé vers l'extérieur. En plus d'un champ gravitationnel inégal, la Terre a beaucoup d'irrégularités dans sa propre gravité, certaines positives et d'autres négatives, ce qui crée une surface inégale, rocheuse et bosselée. Certains endroits sur Terre ont plus de gravité que d'autres. Si tu te pesais le long de l'équateur, tu pèserais 0,5% de moins qu'au pôle. Enfin, ça ne vaut pas la peine de faire le voyage juste pour changer de poids. Si tu mesurais la distance entre le centre de la Terre et le point le plus éloigné de celle-ci, tu serais choqué de constater que ce n'est pas le mont Everest qui arrive en tête. Non, ce point se trouve au niveau de l'équateur, là où la planète a une sorte de bourrelet. Le volcan équatorien Chimborazo serait en fait le point le plus haut de la Terre, car il est le plus éloigné du centre. Il nous reste encore environ 80% de l'océan à cartographier, ce qui est à peine croyable étant donné la quantité du système solaire que nous avons déjà exploré en comparaison. Toutefois, nous connaissons de nombreux détails incroyables sur l'océan. Il couvre plus de 70% de la surface de la planète, abrite 94% de la faune et de la flore terrestre, et grâce à la vie qu'il abrite, jusqu'à 80% de l'oxygène de la planète y est produit, principalement par le plancton, les algues et les bactéries. L'un des endroits les plus célèbres déjà cartographiés est la fosse des Mariannes. C'est le point le plus profond de la Terre, avec une profondeur de près de 11 000 mètres, soit pas moins de 5 fois la longueur du Grand Canyon, et davantage que la hauteur du mont Everest. Elle abrite aussi l'un des fonds marins les plus anciens de la Terre, resté à l'écart pendant environ 180 millions d'années. La pression au fond est de plus de 1000 bars, mais bien que ce soit 1000 fois plus que la pression normale, la vie y est toujours florissante. Dans tout l'océan, on estime que plus de 3 millions d'épaves gisent dans cette profondeur trouble. D'innombrables artefacts y reposent intacts et il pourrait y en avoir plus que dans tous les musées du monde. La dorsale médio-océanique est la plus longue du monde, atteignant 64 000 km, soit près de 10 fois la taille de la cordillère des Andes, qui est la plus longue chaîne de montagnes sur Terre. Le Soleil est à l'origine de la couleur bleutée de l'océan. Cette couleur ne provient pas de la réflexion du ciel, bien qu'ils soient tous les deux bleus pour la même raison. La surface de notre planète reçoit la lumière blanche du Soleil et elle absorbe plus fortement les lumières orange, rouge et jaune. Elle n'absorbe pas autant la lumière bleue, ce qui fait qu'elle y est réfléchie et parvient telle qu'elle jusqu'à nos yeux. Bien sûr, cela ne se produit qu'en fonction de la pureté de l'eau. Si l'eau est pleine de boue ou d'algues, elle disperse la lumière et efface le bleu naturel de l'eau. Il existe de nombreux facteurs qui déterminent les couleurs que nous voyons sur notre planète. Savais-tu que la Terre n'était pas verte autrefois ? Elle était violette. La chlorophylle dans notre atmosphère absorbe principalement les longueurs d'onde bleues et rouges du Soleil et reflète les vertes pour donner l'aspect que nous associons aujourd'hui à notre planète. Il y a longtemps, un ancien microbe appelé rétinal dominait la Terre à la place de la chlorophylle. Il absorbait la lumière verte et réfléchissait la lumière rouge et violette. Ces microbes avaient une structure plus simple. Il était donc plus facile à produire dans l'environnement à faible teneur en oxygène de la Terre primitive. Ils ont donné à notre planète une teinte violacée au lieu du vert. Mais la chlorophylle est plus efficace, et à mesure que la Terre se développait, elle a fini par prendre le dessus. Imagine qu'il y a des milliards d'années, des observateurs lointains pouvaient voir notre maison comme un petit point violet. Le plus grand arbre sur Terre est un séquoia géant nommé General Sherman. Il mesure plus de 85 mètres, atteignant presque la hauteur d'un immeuble de 26 étages.
On pense qu'il a environ 2700 ans et sa circonférence est de 25 mètres. Son poids est stupéfiant, 1800 tonnes. C'est lourd, mais ce n'est même pas l'être vivant le plus lourd de la Terre. En Utah, un énorme bosquet d'arbres appelé Pando fonctionne comme une seule colonie d'arbres. L'énorme système de racines les relie tous ensemble avec jusqu'à 47 000 tiges. Il pèse près de 6 000 tonnes et a 80 000 ans. Cela en fait la plus ancienne chose vivante connue des humains. Maintenant, qu'en est-il de la plus grande surface d'un seul être ? Au large des côtes de l'Australie occidentale, une algue atteint une taille impensable. L'algue ruban de Poséidon pousse depuis 4500 ans, en propageant des pousses-clones souterraines. Elle est entièrement connectée et partage le même ADN avec la plupart de ses pousses. Elle couvre une superficie incroyable de 200 km², soit l'équivalent de 28 000 terrains de football ou la taille du Nebraska. Et elle ne s'arrêtera pas là, car elle continue de grandir de 60 cm chaque année. Il est difficile de se représenter l'ampleur de ces êtres. Alors imagine si en plus ils étaient violets. Salut voyageur! Es-tu prêt pour 80 jours autour du monde? Tes congés ne te le permettent pas? Eh bien, que dirais-tu de 8 minutes autour du monde? Ça ne sera pas un voyage ordinaire. Tu vas apprendre des trucs étranges et incroyables sur différents pays. Ensuite, lorsque tu les visiteras pour de vrai, tu pourras te vanter de tes connaissances culturelles auprès de tes amis et même prétendre être un résident. Commençons par l'Italie, parce que c'est l'un des plus beaux pays du monde. La police italienne sait décidément se montrer sous son meilleur jour. Il n'y a pas si longtemps, une Lamborghini a été ajoutée à la flotte de véhicules de police dans ce pays. Cela les aide probablement à attraper les malfaiteurs. Ou peut-être que les criminels qu'ils poursuivent sont tellement impressionnés par cette voiture qu'ils s'arrêtent pour la regarder une seconde. Et alors, il n'y a plus qu'à leur passer les menottes. Puisque nous sommes en Europe, autant faire un tour en Allemagne. La limitation de vitesse n'est qu'une suggestion sur certaines parties des autoroutes allemandes, appelées Autobahn, et ce sont les conducteurs qui choisissent de la respecter ou non. Cela signifie donc qu'ils peuvent rouler aussi vite qu'ils le souhaitent, ou aussi vite que leur voiture le permet. Tu sais peut-être que la Slovaquie est célèbre pour ses nombreux châteaux et forteresses. Mais je parie que tu ne connais pas cette étrange tradition qu'ils ont là-bas. On garde généralement une carpe vivante dans la salle de bain avant de la préparer pour le dîner de Noël. Comme les carpes sont des mangeurs de fond, les gens les laissent nager quelques jours dans leur baignoire le temps qu'elles se purgent un peu. Cela signifie donc qu'on ne prend pas de longs bains à cette époque de l'année. Une fois le dîner servi, on garde généralement une écaille dans son portefeuille car cela porte chance apparemment. Et il semblerait qu'on fasse la même chose en Pologne. Une bien étrange tradition. Partons maintenant pour la Finlande. J'ai non pas un, mais deux faits intéressants à te présenter. Entre 1999 et 2010, la Finlande a organisé le concours mondial du sauna. Le gagnant était celui ou celle qui pouvait rester assis le plus longtemps à l'intérieur. Quelle cuisson! Ce concours était si célèbre que des gens du monde entier venaient en Finlande pour participer à cette activité extrême. Quand on sait que les saunas ont été inventés par les Finlandais il y a plus de 2000 ans, tout ça n'est pas étonnant après tout. Mais tiens-toi prêt, le deuxième fait bizarre sur la Finlande que j'ai pour toi porte aussi sur une forme de concours. Il existe un concours qu'on appelle Eukonkonto, et dans lequel les hommes participent à une course sur une distance spécifique en portant leurs femmes. Il a même sa propre catégorie dans le livre Guinness des records. Lors de cette course, les participants doivent porter leurs épouses sur une piste d'obstacles, et le plus rapidement possible. Au cas où tu te poserais la question, le parcours se composait autrefois de terrains accidentés avec des clôtures et des ruisseaux, mais il a été modifié depuis pour répondre aux conditions modernes. Le Comité international des règles du concours de portage d'épouses, oui, ça existe vraiment, a décidé que le parcours devait comporter 2 obstacles secs et un obstacle d'eau d'environ 1 mètre de profondeur. Les championnats du monde de portage d'épouses ont lieu chaque année en Finlande depuis 1992, et le gagnant reçoit le poids de son partenaire en boisson et non en or, une récompense pour se réchauffer et reprendre un peu de vigueur. La Suède, voisine de la Finlande, n'est pas en reste pour ce qui est des faits les plus étranges. Si tu n'es pas amateur de poissons crus, tu ferais mieux d'éviter ce pays. En Suède, le poisson pourri est considéré comme un aliment, le surströmming. Bon, pour être honnête, il n'est pas vraiment pourri. Il est juste un peu salé et fermenté. Mais il sent vraiment le pourri.
Cette version du hareng de la mer Baltique est un aliment de base de la cuisine suédoise depuis le XVIe siècle. Le processus de fermentation du poisson prend au moins 6 mois et donne un plat au goût quelque peu acide et une forte odeur caractéristique. À tel point qu'on dit qu'il s'agit d'un des aliments les plus odorants du monde. Autant visiter la patrie d'Harry Potter avant de quitter l'Europe. Je ne vais pas dire qu'au Royaume-Uni, on va à l'école sur des balais volants ni quoi que ce soit de ce genre. Même si nous aimerions probablement tous que ce soit vrai. Mais ce que tu vas apprendre est presque aussi étonnant. Dans ce pays, il existe un concours où les gens doivent courir derrière une meule de fromage géante. Et oui, tu as bien entendu. L'événement s'appelle The Cooper's Hill Cheese Rolling and Wake et a lieu chaque année près de Gloucester. Une meule de fromage Gloucester est lancée du haut d'une pente de 185 mètres et les participants doivent la rattraper. La compétition était traditionnellement organisée par et pour les habitants du village de Bruckworks. Mais ils acceptent désormais les participants du monde entier. Alors, inscris-toi pour l'année prochaine. Tu pourrais bien remporter le prix, qui est, à ton avis, du poisson pourri? Non, c'est du fromage, bien sûr. Nous allons maintenant voyager vers l'Est et visiter la Turquie. Si tu fais partie de ces gens qui se disent gourmands, alors ceci va sûrement t'intéresser. Dans ce pays, il y a un dessert qui contient de la viande de poulet. Cette recette traditionnelle consiste en un pudding au lait préparé avec du poulet râpé. C'était autrefois un mets délicat servi au sultan ottoman dans le palais de Topkapi. Mais on le trouve aujourd'hui dans presque tous les restaurants et c'est un plat très apprécié. Bien sûr, impossible de faire ce voyage sans passer par l'Asie. Notre première destination sera le Japon. Si tu dois un jour conduire une voiture dans ce pays, ceci va sûrement t'aider à ne pas t'emmêler les pinceaux. Les feux de circulation n'y sont pas verts, comme partout ailleurs, mais bleus. Cela n'a rien à voir avec une question de préférence ou de goût. C'est simplement dû à la langue japonaise et au fait qu'il y avait autrefois un seul mot pour désigner le bleu et le vert. Bien que la Convention internationale des feux de signalisation impose les couleurs rouge, jaune et vert, le Japon ne fait pas partie des pays signataires. Toutefois, en 1973, les autorités ont déclaré que les feux de signalisation devaient être de la nuance de bleu la plus verte possible afin d'éviter toute confusion. Partons maintenant pour Singapour. Lorsque tu te promènes dans cette cité-État, ne sois pas surpris si tu vois du bambou dépasser des fenêtres des appartements. Ce bois est un matériau très répandu là-bas et son rapport poids-résistance est plus élevé que celui de l'acier. C'est pourquoi les gens l'utilisent pour faire sécher leur linge et ils disent même que c'est plus rapide ainsi. Encore une chose. Savais-tu qu'à Singapour, la vente de chewing-gum est illégale depuis 1992 ? Mais ne te méprends pas, le chewing-gum n'est pas interdit. Seule son importation et sa vente sont interdites. C'est pour cela que tu verras rarement quelqu'un mâcher un chewing-gum dans la rue. Cependant, il y a une exception à cette règle. Il est toujours autorisé de vendre des chewing-gums thérapeutiques et dentaires, et ceux-ci ne peuvent être achetés qu'auprès d'un médecin ou d'un pharmacien. Parmi les activités les plus amusantes, rien de tel qu'une bonne vieille bataille d'eau, n'est-ce pas ? Chaque année en avril, pendant Songkran, la fête nationale du Nouvel An thaïlandais, le pays organise un festival de l'eau. Les rues principales sont fermées à la circulation et servent d'arène pour ces drôles de combats. Tout le monde participe à cette tradition. On considère cela comme un acte de purification rituelle pendant la période de célébration. La Nouvelle-Zélande, la véritable terre du milieu, est notre prochaine destination. Ce n'est pas un singe qui a tapé ce mot en s'asseyant sur mon clavier. Il s'agit d'un mot réel que je ne vais même pas essayer de prononcer, car ma langue et mes dents en tomberaient tout simplement de ma bouche. C'est le nom d'un vrai lieu en Nouvelle-Zélande et, avec ses 85 lettres, il s'agit du nom de lieu le plus long du monde. Ce nom est d'origine maori et on le raccourcit en Taumata pour faciliter les choses. Surtout aux touristes. Et au cas où tu te demanderais ce qu'il signifie, écoute ça. Le sommet ou Tamatea, l'homme au plus gros genou, le glisseur, l'escaladeur de montagne, l'avaleur de terre qui a voyagé, a joué de sa flûte à sa bien-aimée. Sympa. Les gens étaient plutôt cool à l'époque pour donner le nom d'un tel joueur de flûte à une ville. N'est-ce pas merveilleux ? La plupart des gens savent que les pyramides ont été construites pour servir de tombeau aux pharaons, afin de leur assurer un voyage sans encombre vers l'au-delà. La grande pyramide de Gizeh, par exemple, a été construite pour le pharaon Khéops. Mais ce que la plupart des gens ignorent, c'est que cette tradition de construction de pyramides a commencé ici même, avec la pyramide à degrés de Djéser, il y a environ 4700 ans.
Cette structure massive a été construite pour le pharaon Djéser, un souverain de la 3e dynastie égyptienne. Elle s'élève sur 6 niveaux au-dessus du sol et mesure environ 60 mètres de haut. Aujourd'hui, nous la considérons comme un projet architectural phénoménal. Mais pour les anciens Égyptiens, la pyramide à degrés de Djéser représentait plutôt une vaste expérience. Un essai, si l'on peut dire, destiné à perfectionner leurs compétences en matière de construction, avant de passer à des pyramides encore plus ambitieuses. Atteindre de nouveaux sommets est très excitant, mais le véritable mystère réside dans ce qui se passe sous terre. Dans le labyrinthe souterrain de cette pyramide, un réseau de tunnels s'étend sur environ 5,5 km. Certains chercheurs pensent que ces tunnels pourraient avoir fait partie d'un système d'adduction d'eau très sophistiqué, et cela pourrait changer complètement notre vision de la construction des pyramides. Parlons de ce complexe massif situé à Saqqara. Autour de la pyramide, il y a ce qu'on appelle une douve sèche, une tranchée continue qui fait environ 50 mètres de large et près de 3 km de long. Elle forme une sorte de rectangle autour de la pyramide. Cette tranchée a une profondeur moyenne d'une vingtaine de mètres. Si l'on additionne toute la terre et la roche creusée pour créer cette douve, cela représente environ 10 fois le volume de la pyramide elle-même. Pendant longtemps, les gens ont pensé que cette tranchée n'était rien d'autre qu'une immense carrière, un endroit où l'on avait extrait de la pierre et de l'argile pour construire la pyramide à degrés. C'est logique, non? Mais en y regardant de plus près, on s'est aperçu qu'il n'en était rien. La tranchée est trop étroite et trop profonde pour avoir été exploitée, et son tracé ne correspond à rien de ce que nous savons des méthodes d'extraction de l'Égypte ancienne. De plus, certaines sections de la tranchée sont recouvertes d'un plafond rocheux, ce qui aurait rendu son utilisation comme carrière pratiquement impossible. Une théorie suggère que la douve sèche avait une signification spirituelle. Il s'agissait peut-être d'un lieu sacré, où les âmes des nobles se réunissaient pour servir le roi défunt dans l'au-delà. Des niches dans les murs évoquent bien cette fonction spirituelle. Mais la plupart des chercheurs pensent qu'elle n'a été développée que bien plus tard, longtemps après la construction du complexe. Alors, à quoi la douve servait-elle vraiment? En 2020, un chercheur a émis une idée assez intrigante. Il est possible que cette tranchée ait été conçue pour recueillir et canaliser l'eau, en particulier après de fortes pluies. Cela semble logique si l'on considère son emplacement. La douve se trouve dans une zone qui aurait facilement pu être inondée par les eaux de ruissellement provenant des plaines voisines. Cela pourrait également expliquer pourquoi la tranchée n'a été utilisée pour de nouvelles tombes que bien plus tard, lorsque le climat est devenu plus sec et le site moins sujet aux inondations. Mais l'histoire devient encore plus fascinante, car cette tranchée semble faire partie d'un système hydraulique plus vaste et plus élaboré à l'intérieur du complexe de Djéser. C'est comme si elle comportait plusieurs compartiments, soigneusement taillés dans la roche et reliés par des tunnels. Ces compartiments faisaient probablement partie d'un système de traitement de l'eau. L'eau s'écoulait d'un compartiment à l'autre, se purifiant au fur et à mesure qu'elle progressait. C'est ici que les choses commencent à se rattacher à la pyramide elle-même. Le complexe de Djéser comporte une série de puits souterrains, et certains chercheurs pensent que l'eau de la douve a pu être utilisée pour alimenter un système d'ascenseur hydraulique. Cet ascenseur hydraulique géant aurait alors servi à soulever les lourdes pierres nécessaires à la construction de la pyramide. Il fonctionnait comme un volcan, mais au lieu de lave, c'est de l'eau qui soulevait les blocs de pierre. Imaginez un grand trou profond dans le sol au centre du site de la pyramide. À l'intérieur de ce trou, il y avait une énorme plateforme en bois, un peu comme un radeau géant qui pouvait monter et descendre. Lorsque les ouvriers voulaient soulever une pierre lourde, ils remplissaient le trou d'eau. Lorsque le niveau de l'eau montait, la plateforme en bois se mettait à flotter, emportant la pierre avec elle, un peu comme un ascenseur géant. Lorsque la pierre atteignait la bonne hauteur, les ouvriers la faisaient glisser de la plateforme vers la pyramide. L'idée, c'est que l'eau de la tranchée, après avoir été nettoyée et filtrée, se serait écoulée dans ces puits. Un flotteur énorme, peut-être en bois, s'élevait alors au fur et à mesure que l'eau remplissait le puits, soulevant les pierres jusqu'à l'endroit où on en avait besoin pour la construction. Une fois la pierre en place, l'eau était évacuée et la plateforme redescendait, prête à soulever la pierre suivante. Ce système de levage hydraulique sophistiqué aurait pu changer la donne, rendant l'ensemble du processus de construction beaucoup plus rapide et efficace, et permettant d'économiser de la main-d'œuvre.
C'est comme si les anciens Égyptiens avaient déjà adopté la notion selon laquelle travailler plus intelligemment vaut mieux que travailler plus durement. Mais bien sûr, tout le monde n'est pas d'accord avec cette théorie. Certains experts affirment que la zone où a été construite la pyramide à degré de Djéser n'aurait pas pu fournir suffisamment d'eau. Les pluies étaient assez rares pour entretenir un système hydraulique aussi élaboré. La théorie principale suggère qu'il y avait peut-être un lac à proximité qui se serait rempli après chaque période de pluie et qui aurait fourni l'eau dont le complexe avait besoin pour son système hydraulique. Or, aucun écrit de l'Égypte ancienne ne fait mention d'un tel lac. Il s'agit donc plus d'une hypothèse que d'une réalité. Et puis, il y a la question du travail lui-même. Vous vous souvenez que j'ai dit que cette méthode aurait pu permettre aux anciens bâtisseurs d'élever des pierres avec beaucoup moins d'efforts? Ce n'est peut-être pas tout à fait vrai. Selon certains experts, la construction de ce dispositif aurait nécessité beaucoup plus de travail que le simple déplacement des blocs de pierre nécessaires à l'édification du monument. Et n'oublions pas que la pyramide à degré de Djéser est relativement petite comparée à celles qui ont suivi. Les pierres utilisées pesaient en moyenne 300 kg chacune, ce qui n'est rien comparé aux blocs de plus de 2,5 tonnes utilisés plus tard pour la pyramide de Khéphren. S'il nous faut complètement écarter cette théorie de l'ascenseur hydraulique, il nous reste à expliquer comment cette pyramide a été construite. Pour répondre à cette question, nous devons revenir un peu en arrière et parler des plans d'origine. Avant que la tombe de Djéser ne devienne une pyramide, l'idée était de construire un simple mastaba. Ce type de tombeau était assez courant dans les périodes antérieures. Une structure rectangulaire à toit plat avec des côtés inclinés. Mais une fois le mastaba original terminé, ils auraient décidé de l'agrandir un peu en ajoutant quelques couches supplémentaires. Ils auraient ensuite ajouté d'autres couches jusqu'à ce que la construction atteigne 6 niveaux distincts, chacun plus petit que le précédent. Et ils auraient probablement fait tout cela en soulevant ces lourdes pierres à l'aide de passerelles, et non d'un ascenseur hydraulique. Nous ignorons encore beaucoup de choses sur la pyramide à degré de Djéser. Des recherches supplémentaires sont certainement nécessaires pour comprendre comment ce système fonctionnait, ou s'il a même existé. Mais l'idée d'utiliser de l'eau pour construire une pyramide apporte une nouvelle dimension à notre compréhension de l'ingénierie de l'Égypte ancienne. Cela nous rappelle avec force à quel point ces bâtisseurs étaient intelligents et ingénieux, mettant à profit les ressources naturelles dont ils disposaient pour créer l'un des monuments les plus emblématiques de l'histoire. À certains égards, les États-Unis constituent un monde à part, totalement différent de tous les autres. Voyons donc ce qui passe pour normal là-bas et qui déconcerte les gens du reste du monde. L'une des premières choses qu'un étranger remarque en entrant dans le pays, ce sont les drapeaux. Des drapeaux américains partout, sur les bâtiments, comme les écoles et les maisons, et sur les vêtements, comme les shorts, les t-shirts, et j'en passe. Tout au long de l'histoire, les Américains ont changé 27 fois de drapeau. Le drapeau américain actuel n'a été adopté qu'en 1960, et est à ce jour le drapeau le plus durable du pays. Il n'a cependant pas été créé par les autorités elles-mêmes. En 1958, un concours fut organisé pour la conception du nouveau drapeau américain, et le lauréat fut un jeune lycéen de 17 ans de l'Ohio. La raison pour laquelle les Américains aiment tant leur drapeau est leur fierté nationale. Mais pourquoi tant de pays n'en font-ils pas autant? Certains pays sont plus réticents à arborer leur drapeau pour des raisons historiques. D'autres pays ne hissent le drapeau que lors d'occasions particulières pour souligner l'importance de l'événement. Pourtant, certains pays affichent leur drapeau aussi fréquemment que les Américains. Au Danemark, les gens sont également très fiers de leur drapeau. Ils en décorent l'arbre de Noël et les gâteaux d'anniversaire, et tu trouveras toujours des autocollants avec des drapeaux danois, des bougies rouges et blanches, et d'autres produits arborant ce drapeau dans les magasins d'alimentation. Les Suédois sont également très attachés à leur emblème et ont des hampes de drapeaux partout. Allons maintenant au restaurant. Beaucoup de choses sont très spécifiques aux États-Unis. Comme par exemple des tonnes de glace dans chaque boisson. Il s'avère que cette préférence a une certaine histoire. L'Amérique a toujours eu beaucoup de glace comme ressource, car les lacs et les rivières de Nouvelle-Angleterre en contiennent beaucoup en hiver. Il y a plusieurs siècles, avant l'avènement des réfrigérateurs et autres machines de refroidissement si pratiques, ce type de ressources froides était très précieux, et les États-Unis ont commencé à exporter de la glace vers d'autres parties du monde.
et aussi bien sûr à en consommer eux-mêmes. Ils ont commencé à mettre de la glace dans leurs breuvages, contrairement aux Britanniques, qui buvaient toujours leur boisson tiède. La glace dans les boissons est devenue une chose très américaine, et elle était aussi considérée comme un signe extérieur de richesse. Et oui, la glace pouvait aussi indiquer le statut d'une personne. Bien sûr, avec le temps, lorsque les réfrigérateurs sont apparus, la glace est devenue accessible à tous, et les Américains ont commencé à l'ajouter à leurs boissons de manière courante. Puis l'habitude est restée. Mais les boissons glacées sont aussi très rafraîchissantes, ce qui est particulièrement important dans le sud torride du pays. Si tu viens néanmoins de l'étranger et que tu ne veux pas que ta boisson soit frigorifiée, précise-le toujours au serveur. Ce qui frappe ensuite, ce sont les énormes portions qui sont servies. Et il y a aussi une raison à cela. Il n'en a pas toujours été ainsi, mais dans la seconde moitié du siècle dernier, grâce aux pesticides et aux engrais, les agriculteurs ont commencé à produire plus de nourriture qu'auparavant. Le gouvernement s'en est rendu compte et les a subventionnés pour qu'ils produisent encore davantage de cultures. La quantité de nourriture disponible a donc augmenté. Au fil du temps, les entreprises ont commencé à accroître la taille de leurs portions. Pourquoi servir moins de nourriture et obtenir moins d'argent si l'on peut en servir un peu plus et facturer davantage? C'est bon pour les affaires et c'est gagnant-gagnant. Les clients obtiennent plus de gras pour un peu plus d'argent. C'est ainsi que ces portions plus grandes se sont imposées. Bien, nous avons besoin d'une petite pause toilette. Et étonnamment, beaucoup d'étrangers trouvent les toilettes américaines bizarres. Tout d'abord, pourquoi trouve-t-on ces énormes espaces dans les cabines de toilettes? Commençons par la partie la plus évidente. Les interstices au bas des portes. Ces espaces sont assez courants, même en dehors des États-Unis, et ils ont plusieurs fonctions. Tout d'abord, tu peux voir s'il y a une personne à l'intérieur avant d'essayer de pénétrer dans une cabine occupée. Deuxièmement, ils permettent une certaine ventilation et facilitent le nettoyage du sol dans les toilettes publiques. Les espaces latéraux sont plus discutables. Bien sûr, les personnes à l'extérieur ne peuvent pas voir tout ce qui se passe derrière la porte, mais il n'y a tout de même pas beaucoup d'intimité. Dans la plupart des autres pays, ces interstices sont soit négligeables, soit inexistants. Alors qu'est-ce qui se passe en Amérique? On a fait quelques recherches. Selon certaines sources, chaque centimètre de matériau étant coûteux, de larges ouvertures sont créées pour réduire les coûts des cabines de toilette. D'autres sources affirment que lorsque les gens se sentent ainsi exposés, ils sont moins enclins à faire quelque chose d'illégal dans les toilettes publiques. Prochaine observation. Les toilettes américaines ont beaucoup plus d'eau dans leurs cuvettes que les toilettes européennes, par exemple. La raison en est que ces types de toilettes utilisent des systèmes de rinçage différents et que les toilettes américaines nécessitent plus d'eau pour une chasse d'eau efficace. Dans de nombreux pays, notamment en Asie, la plupart des salles de bain sont équipées de bidets, utilisés pour le nettoyage après les toilettes. Et les touristes ne comprennent pas pourquoi les Américains ne les adopteraient pas eux aussi. Après tout, si tu marches dans la boue, tu iras te laver le pied au lieu de te contenter de l'essuyer avec un mouchoir en papier. La même logique s'applique ici. De plus, cela permet de réduire l'utilisation du papier hygiénique, c'est donc une solution plus durable et respectueuse de l'environnement. Certains avancent que les bidets sont fortement stigmatisés aux États-Unis et qu'il est extrêmement difficile de surmonter cela. D'autres diront que les salles de bain des États-Unis n'ont pas assez de place pour y installer un bidet, alors ils s'en passent, d'autant qu'il existe d'autres moyens bien connus. Avant de quitter le restaurant, nous devons donner un pourboire au serveur. Aux États-Unis, le pourboire est beaucoup plus courant que dans la plupart des autres pays. Tu es censé lâcher un pourboire à toute personne qui t'a aidé à faire quoi que ce soit. Bien qu'une certaine forme de pourboire existe dans d'autres pays, elle est moins répandue. Il y a aussi des pays comme le Japon et le Danemark, où le pourboire n'existe pas du tout. Ces pays ont des lois sur le salaire minimum, qui fixent des salaires décents que les employeurs doivent verser à leurs travailleurs. De cette manière, la nécessité de débourser de l'argent supplémentaire pour le service n'est pas imposée aux clients. À propos, voici un autre fait concernant les prix. La chose la plus folle à laquelle les touristes doivent s'adapter aux États-Unis est probablement les prix pratiqués dans les magasins. La taxe n'est pas incluse dans le prix affiché et est ajoutée lors du passage en caisse. Les personnes en difficulté financière ne peuvent donc pas calculer à l'avance le prix qu'elles devront payer pour être sûres d'avoir assez d'argent. Mais pourquoi en est-il ainsi? La raison principale de cette politique étrange serait la transparence. De cette manière,
Les contribuables savent combien de taxes ils paient et peuvent s'insurger contre une augmentation de tout taux d'imposition, au cas où celle-ci serait inscrite à l'ordre du jour. De plus, cela permet aux acheteurs de comparer les coûts des produits d'un État à l'autre de manière éclairée, puisque les taux d'imposition peuvent différer. Ainsi, si la taxe n'est pas incluse, tu compares le coût réel du pain entre l'Alabama et l'Alaska, par exemple. Dans certains endroits d'Amérique, il n'est pas très facile de se déplacer sans automobile. Dans certaines régions, il n'y a souvent pas de trottoir pour se rendre à la supérette la plus proche, ni de passage pour piétons permettant de traverser la route juste devant le magasin. La principale raison en est probablement le fait que les États-Unis sont un grand pays, avec de vastes territoires, et que tout y est dispersé. Les quartiers peuvent être disséminés sur de vastes territoires suburbains, assez éloignés les uns des autres, ce qui excède déjà une distance de marche. Et les trottoirs ne sont pas nécessaires puisque, personne ne marche. Des études montrent que les Espagnols et les Allemands marchent au moins deux fois plus que les Américains. Mais dans ces pays, tout est beaucoup plus proche. Le dernier et non des moindres, tu l'auras deviné, c'est le système de mesure impérial. Il serait basé sur le corps humain. Un pied, de 30 cm, correspondrait à la taille moyenne des pieds d'une personne. Les Américains s'imaginent donc que c'est assez intuitif pour tout le monde. Eh bien non, le reste du monde n'y entend absolument rien en pieds, en pouces, en gallons et en degrés Fahrenheit, et préférera tout exprimer dans le système métrique qui lui est familier. En ce sens, les Britanniques sont encore plus déroutants. Ils utilisent à la fois l'impérial et le métrique. Pour la taille, ce sont surtout les pieds et les pouces, mais pour le poids, ce sont les kilogrammes. La Grande-Bretagne utilisait autrefois le système impérial, mais plus tard, elle a été contrainte de passer au système métrique. Aujourd'hui, les Anglais emploient cette combinaison, en fonction de ce qui leur semble être le plus précis. J'espère que tu as faim. À Taïwan, pour 1 euro, tu peux déguster un bol de délicieuse soupe de nouilles aux huîtres. Ce pays a des marchés nocturnes de renommée mondiale, où tu peux trouver beaucoup de nourriture de rue pour tous les budgets. Quand tu voyages, il vaut mieux ne pas s'encombrer d'un tas de vêtements lourds, tu n'en porteras probablement même pas la moitié. Réduis la taille de ta valise et trouve un bon service de blanchisserie. Tu peux laver presque un demi-kilo de vêtements pour 1 euro en Malaisie. Et en attendant, tu peux aussi te procurer un bon petit déjeuner local pour le même prix. Si tu te trouves dans les Caraïbes, tu peux également te payer un épi de maïs grillé pour le même prix. Penses-tu qu'il soit possible d'acheter 10 œufs pour 1 euro ? Tu peux le faire en Malaisie. On se demande pourquoi ils vendent les œufs par 10. Quelle option à 1 euro vas-tu choisir au Vietnam ? 2 bonnes tasses de café local, 5 journaux, 1 an d'assurance pour ta moto, un bon lavage de cheveux ou 4 délicieux petits pains. Si tu es en Indonésie, avec un budget serré, tu peux toujours avoir un repas complet de bouillie de poulet, de boulettes de viande et de nouilles au poulet. Et si tu as besoin d'aide pour retourner à ton hôtel, un mototaxi te coûtera environ 1 euro, tant que le trajet est assez court. À Bangkok, en Thaïlande, il y a un bateau qui te conduit d'un côté à l'autre du large fleuve et pour 1 euro, tu peux l'emprunter pas moins de 6 fois. Aller-retour, puis aller-retour, et ainsi de suite. Tes pieds sont-ils gonflés à cause du vol ? Offre-toi un massage des pieds de 30 minutes aux Philippines, cela ne te coûtera qu'1 euro. Bienvenue au Sri Lanka. Là-bas, tu peux prendre le train ou le bus pendant 5 heures à travers l'île pour environ 1 euro. Si tu n'as pas envie de voyager partout, cherche des endroits pour goûter leur traditionnelle crêpe à la noix de coco pour le même prix. Pendant ce temps, en Arménie, tu peux choisir entre un énorme paquet de farine, un grand sac de pommes de terre ou 3 pains. Qu'est-ce que tu vas faire de tout ça ? Que dirais-tu d'aller en Turquie ? Tu n'as que quelques pièces dans ta poche ? Pas de problème, une bonne tasse de thé turc fumant t'attend. C'est la boisson chaude la plus populaire de tout le pays. Ou si tu veux manger quelque chose de délicieux, tu peux prendre un morceau de cette pâtisserie sucrée qu'est le baklava. D'accord, 1 euro ne te garantira pas le plus gros morceau, mais ça vaut quand même le coup. Un hot dog pour 1 euro ? Ce n'est pas un piège, c'est le prix réel qui se pratique dans les rues de Macédoine. Pendant ce temps, en Croatie, tu peux t'acheter un billet de transport en commun, un journal ou une boule d'excellente glace pour ce prix, et une tasse de cappuccino dans un café local aussi. En parlant de bon café, partons en Italie. Tu as besoin d'un espresso pour te réveiller après une nuit de fête ? Pas de problème. Tu devras chercher un endroit moins touristique pour l'obtenir pour 1 euro, mais c'est faisable. Si tu es à Rome et que tu cherches quelque chose à voir, tu auras certainement envie de prendre quelques photos du Colisée. C'est gratuit, mais il y a des acteurs en costume de gladiateur et il est d'usage de leur donner un pourboire d'au moins 1 euro.
Ce n'est pas ton truc? Alors achète 2 bouteilles d'eau pour le même prix. Ne pars pas si vite, on n'en a pas encore fini avec l'Italie. Pourquoi ne pas faire des folies et dépenser 1 euro supplémentaire? Cette fois, pour acheter une maison. Oui, tu as bien entendu, et ce n'est pas que l'immobilier soit en crise en Italie. Il y a une histoire derrière tout ça. L'Italie essaie d'attirer de nouveaux habitants dans ses petits villages. Pour dynamiser les campagnes, car les gens quittent ces régions pour se diriger vers les villes et y chercher du travail. Ces villages veulent juste ramener un peu de vie dans leurs rues. Passons au Royaume-Uni maintenant. Tu peux certainement trouver quelque chose pour 1 euro. La question est, pourras-tu le digérer? Que dirais-tu d'un œuf mariné à 1 euro? Oui, un œuf bouilli puis mariné dans du vinaigre. C'est un classique là-bas, généralement servi en accompagnement d'un poisson. Si tu es à Londres, tu peux visiter la plupart des musées pour moins d'1 euro. Et oui, car la plupart sont gratuits. Alors, tu reprendras bien un œuf mariné? On ne peut pas visiter la France sans goûter une authentique baguette. Mais le fait de pouvoir l'obtenir pour 1 euro la rend encore meilleure. La baguette, qui porte si bien son nom, est l'un des produits français les plus emblématiques pour les étrangers. Une loi de 1920 a interdit aux boulangers de commencer à travailler avant 4 h du matin ou de travailler après 22 h. Les boulangers ont donc dû trouver un pain à cuisson rapide pour nourrir tout le monde. Et tada, c'est là que la baguette est apparue. L'Islande est un pays magnifique, mais aussi l'un des plus chers au monde. Il n'y a pas grand-chose que tu puisses acheter pour 1 euro en Islande, mais le lait est une exception. Et que dirais-tu d'un bon vieux paquet de chips? Cet encas coûte environ 1 euro en Irlande. Saveur bacon fumé ou paprika? Au Luxembourg, tu peux acheter une bouteille d'eau de 1,5 litre pour 1 euro. Oui, ce n'est pas très exotique, mais c'est quand même un pays intéressant. C'est le seul grand-duché restant au monde, quoi que cela veuille dire. Tu n'achèteras pas grand-chose avec 1 euro en Belgique non plus, mais un chewing-gum pourrait faire l'affaire. En Finlande, tu peux avoir accès à des toilettes publiques pour cette somme. Mais si tu demandes gentiment, le café au coin de la rue pourrait t'aider à économiser 7 euros. La Pologne a un dessert traditionnel qui ressemble à un beignet, et tu peux en avoir 2 pour 1 euro. La pâte est riche, moelleuse, remplie de confiture et recouverte de sucre en poudre. Traditionnellement, on la mange pendant le jeudi gras. Aux États-Unis, les gens en sont devenus friands aussi, mais ils en mangent pour Mardi Gras. Si tu visites la Suisse, tu auras besoin d'un peu plus d'1 euro, mais tu peux aller dans une épicerie et goûter un tout petit morceau de fromage suisse, juste pour voir ce que tu manques. Ils ne te feront même pas payer. Tu pourras peut-être aussi acheter une pomme, ou peut-être pas. Pincho, c'est un encas traditionnel espagnol, généralement du pain avec des garnitures comme des légumes, des cornichons ou de la viande. Ils en vendent partout, mais les bons endroits qui en proposent pour 1 euro sont généralement cachés dans les zones non touristiques. Tout ça pour 1 euro? Pas mal. En Allemagne, tu peux avoir un délicieux bretzel. Pas les tout petits qu'on sert en apéritif. C'est une grosse viennoiserie salée, délicieuse quand elle sort du four. Ou bien tu peux acheter 400 cotons-tiges si tu n'as pas faim et que tes oreilles sont très sales. C'est une belle journée ensoleillée en Suède, tu te promènes, tu profites de ta journée et tu as envie de quelque chose de rafraîchissant. Pour 1 euro, bien sûr. Pourquoi pas un esquimau glacé? Tu vas au Brésil? Super! 1 euro là-bas peut te permettre de boire un verre de jus d'orange frais, ou mieux encore, si tu n'as pas envie de te promener avec ton sac à dos toute la journée, de le laisser à la station de bus la plus proche. Ils ont des casiers pour que tu puisses y déposer tes affaires et te diriger directement vers la plage. Allons maintenant en Colombie. Dans la capitale, Bogota, tu peux prendre un café avec 2 biscuits ou une arepa, une délicieuse galette traditionnelle à base de maïs qui existe en différentes saveurs. Si tu te promènes à New York, tu pourrais trouver une bonne part de pizza pour ce prix, mais ça pourrait te prendre un certain temps. Les pneus de ta voiture ou de ton vélo sont à plat? Tu as deviné le prix de l'utilisation de la pompe à air. Tu as besoin d'une ficelle, de quelques boutons, de quelques ballons ou de quelque chose de tout aussi aléatoire? Dirige-toi vers un magasin à 99 centimes. Pour finir, tu peux acheter de la laitue au Canada, une pastèque, une papaye ou un ananas au Costa Rica et une bonne omelette de pommes de terre en Tanzanie. Voici Ulumale, également connue sous le nom de Cité de l'Espoir. Ce surnom est tout à fait logique puisque cette île artificielle fait partie du grand plan des Maldives pour éviter d'être complètement submergée dans un avenir proche. Ulumale a été créé par un dépôt de sable provenant du fond marin sur une plateforme corallienne immergée. Et ça a marché. Cette ville se trouve à environ 1,8 mètres au-dessus du niveau de la mer, soit 2 fois plus haut que la capitale des Maldives, Malé. De plus en plus de gens s'y installent pour vivre,
mais l'île a également été conçue pour servir de site d'évacuation temporaire en cas de tempête et de typhon dangereux. Les Seychelles sont un autre joyau de l'océan Indien qui risque de disparaître. Malheureusement, les inondations côtières y sont de plus en plus fréquentes, surtout lors des marées de printemps et pendant les fortes pluies. Le problème est que l'île principale, Mahé, abrite environ 90% de la population du pays. Le long de la côte, elle ne se trouve qu'à environ 1,8 mètres au-dessus du niveau de la mer. Les Fidji sont le 3e paradis tropical de notre liste et constituent également un choix de premier ordre pour les voyageurs. Mais ce pays est dans une situation difficile, car il est situé en plein milieu de l'océan Pacifique, où d'énormes tempêtes peuvent vraiment semer le chaos. Prenez le cyclone Winston. Il a frappé les Fidji en 2016 et leur a coûté plus d'$1 milliard de dégâts. Pour se protéger, les habitants plantent des mangroves le long des côtes et préservent celles qui existent déjà. Leurs arbres sont formidables car ils permettent de réduire la vitesse du vent en cas de cyclone et de lutter contre l'érosion en retenant les sédiments. L'Égypte pourrait également être en difficulté. Ce n'est pas comme si tout le pays allait être submergé et que seul dépasserait la pointe des pyramides dans quelques années. Mais les choses pourraient vraiment changer pour eux, car les villes côtières sont confrontées à un risque sérieux. Prenez Alexandrie par exemple. 45% de sa population vit déjà sous le niveau de la mer. Si la ville est inondée, non seulement tout le monde devra déménager, mais l'Égypte, en général, subira un impact majeur sur sa production de poissons. En Europe, l'une des populations les plus menacées se trouve aux Pays-Bas, où près de la moitié des habitants vivent dans des zones situées sous le niveau de la mer. À l'avenir, envisager une scène romantique avec des tulipes et votre petit ami pourrait devenir une mission impossible. Les Pays-Bas assurent les 2/3 de la production mondiale de tulipes. Si les champs sont envahis par l'eau salée, c'en est fini de la floraison. Mais la bonne nouvelle, c'est que les Néerlandais ont des siècles d'expérience en matière de gestion de l'eau. Le fait qu'ils savent utiliser les barrières anti-tempête et les digues pourra donc leur éviter un scénario catastrophe. La montée des eaux représente un risque plus élevé que partout ailleurs dans l'état des Tuvalu. Cette chaîne d'îles, située à mi-chemin entre l'Australie et Hawaï, pourrait être le premier pays à devenir inhabitable. Ces terres étonnantes ne se trouvent qu'à environ 2,7 mètres au-dessus du niveau de la mer. Il suffit de la regarder sur la carte pour se rendre compte de son étroitesse. En fait, la partie la plus étroite, Afongafal, ne fait que 19 mètres de large. Ainsi, avant même que la montée des marées ne devienne un véritable problème, les terres agricoles limitées du pays pourraient être inondées par l'eau salée. Le pays suivant sur notre liste, ce sont les Philippines. Cet archipel d'Asie du Sud-Est offre des paysages parmi les plus beaux du monde. Mais il est confronté au risque d'inondation pour 2 raisons. D'abord, en raison de la montée du niveau de la mer, ensuite, à cause d'une météo folle et imprévisible. Depuis 1990, des événements tels que des cyclones, des tremblements de terre et des tsunamis ont coûté au pays plus de $20 milliards. Avez-vous déjà entendu parler du Vanuatu? Cette chaîne d'îles située entre l'Australie et les Fidji pourrait bientôt être submergée. Le Vanuatu a été l'une des premières nations du Pacifique à déplacer une communauté entière vers un lieu plus sûr. En 2005, les habitants des zones côtières à risque de l'île septentrionale de Tegua ont déménagé sur des terres plus élevées. Nous avons ensuite les îles Marshall, un pays situé dans le Pacifique central. Des études montrent que 40% des bâtiments de la capitale, Majuro, pourraient finir sous l'eau. Mais ce pays n'a pas l'intention de jeter l'éponge tout de suite. Il a élaboré un plan d'action. Ses habitants ont renforcé les infrastructures de leur aéroport de faible altitude, déplacé des bâtiments clés sur des terrains plus élevés et érigé des digues sur les îles rurales. En direction du sud, nous avons Nauru. Il s'agit de l'un des plus petits pays du monde, avec une superficie de 21 km² seulement. Aujourd'hui, il abrite 10 000 personnes, mais il est sur le point de devenir inhabitable. Le niveau des eaux y augmente 3 fois plus vite que la moyenne mondiale. Le lagon de Buada suscite une inquiétude particulière, car il s'agit de la seule ressource d'eau douce en surface, et il est situé à seulement 5 mètres au-dessus du niveau de la mer. Notre prochaine étape dans l'océan Pacifique est la République des Palau. L'élévation du niveau de la mer n'est pas une plaisanterie pour eux non plus. Et la protection de leur culture, en particulier le taro, est une priorité à l'heure actuelle. À mi-chemin entre Hawaï et la Nouvelle-Zélande, se trouvent les Samoa.
ce pays est confronté à une situation unique. Non seulement le volume d'eau y augmente, mais la terre s'y enfonce également. En effet, 2 forts tremblements de terre et des tsunamis ont frappé les Samoa en 2009. Ainsi, tandis que la croûte terrestre revient à sa position d'origine, la surface totale des terres diminue. De ce fait, les habitations et les principales infrastructures pourraient être sérieusement touchées, d'autant plus que tous les aéroports sont situés le long de la côte. Passons maintenant au Kiribati. Ce pays du Pacifique est confronté à de fréquents problèmes d'inondation, car la plupart de ses habitants et de ses infrastructures se trouvent près de la côte. À l'exception de l'île volcanique de Banaba, aucune des terres des Kiribati ne se trouve à plus de 2 mètres au-dessus de l'océan. Pour remédier à cette situation et assurer la sécurité de la population, les autorités ont eu l'idée de construire une gigantesque plateforme flottante, un peu comme celle des compagnies pétrolières. Mais le problème est que cela leur coûterait une fortune, le projet étant estimé à environ 2 milliards de dollars. Si visiter le Vietnam fait partie de vos rêves de voyage, dépêchez-vous. Parmi les choses les plus intéressantes à faire dans ce pays, on trouve principalement des croisières vers des sites époustouflants, comme la baie de Halong, qui signifie « descente du dragon ». Mais d'ici 25 ans, les terres environnantes risquent d'être submergées. Un autre problème majeur auquel le Vietnam est confronté est la salinisation des principales rizières. Et si vous aimez la cuisine vietnamienne, vous savez à quel point le riz est important pour eux. À l'heure actuelle, ils sont particulièrement préoccupés par la vulnérabilité de la région du delta du Mékong. Après tout, il s'agit d'une région très fertile, qui assure la majeure partie de la production agricole du Vietnam, dont plus de la moitié est constituée de riz. Ce pays fait vraiment des efforts pour s'adapter à cette nouvelle réalité. Les rizières du delta du Mékong sont régulièrement arrosées d'eau douce pour contrer les effets de la salinité. Notre prochaine étape se situe dans la mer des Caraïbes. La Grenade est un pays insulaire, mais vous la connaissez peut-être sous le nom de l'île aux épices. Car son climat tropical est parfait pour la culture de noix de muscade, de cannelle, de clous de girofle et de gingembre. Malheureusement, la Grenade et son incroyable sol fertile sont également confrontés à un avenir incertain et à la submersion des terres. Parlons du dernier pays de notre liste, les îles Salomon. 5 îles de cet archipel ont déjà disparu sous les vagues, et 6 autres sont submergées à 20%. Parmi elles, l'île de Nusa Ivili, qui était autrefois un lieu de prédilection pour les pique-niques. Même si la situation est compliquée, il est important de noter que plus de 300 des îles sont habitées. Les îles Salomon sont toujours un peu en mode récupération, car elles subissent souvent les effets de cyclones tropicaux et des inondations soudaines. La population s'efforce déjà de protéger ses maisons de la montée des eaux en construisant des murs de pierre le long de la côte, en plantant des mangroves et en construisant des bâtiments dans des zones plus élevées. Poursuivons notre tour du monde et penchons-nous maintenant sur l'Europe. À commencer par la Grèce, un pays dont l'histoire remonte à plusieurs milliers d'années. Même de nos jours, on y trouve encore des vestiges anciens qui ont été soigneusement préservés et c'est un voyage étonnant. Même l'aéroport d'Athènes dispose d'une galerie contenant des objets antiques. Et voici comment l'ancien cohabite avec le moderne dans cette ville. Ça, c'est une vue de l'acropole depuis la rue. Et voici un Spartiate parcourant les rues d'Athènes. Enfin, un internaute a partagé cette photo d'un bâtiment moderne construit juste au-dessus de ruines antiques. Les visiteurs peuvent encore apercevoir ces ruines à travers la vitre. La Grèce est également très connue pour les chats qui en arpentent sans cesse les rues. Et cet internaute en a repéré un qui gardait la Banque nationale de Grèce. De nos jours, tout le monde essaye de réduire l'usage du plastique. Certains utilisent des pailles en papier, d'autres des pailles en verre. Mais ce café grec propose d'utiliser des macaronis en guise de paille. Je ne sais pas si c'est stupide ou vraiment génial. Un autre internaute s'est rendu dans un restaurant de Macédoine du Nord et a été surpris de voir qu'on y servait des tranches de pizza sur des gaufres. Double avantage, un encas nourrissant et 0 déchet. En Roumanie, les distributeurs automatiques semblent avoir la cote. Celui-ci, par exemple, est un distributeur de jambon. Et en voici un mieux, un distributeur qui débite des œufs. Enfin, des œufs brouillés, très probablement.
L'Europe est un continent où l'ancien côtoie sans cesse le moderne, et cette combinaison peut être fascinante. Laisse-nous te montrer. Cet utilisateur de Reddit a partagé une photo d'un terrain de basket contemporain, coincé entre des murs vieux de 700 ans en Croatie. Et voici une photo prise à l'intérieur d'une épicerie. Regarde plutôt ces vieilles colonnes. Les tracas modernes appellent des solutions modernes. Ces feux de signalisation éclairent le sol pour que les gens qui ont les yeux rivés sur leur téléphone puissent remarquer le changement de feu. L'Italie est une œuvre d'art à part entière, avec ses milliers d'années d'histoire, et on a beaucoup de choses à te montrer de ce pays. Certaines ruines remontent à plusieurs millénaires, et beaucoup de choses ont été préservées. Un internaute a partagé cette photo du hall d'un hôtel dont le sol est en verre, ce qui permet de voir les ruines qu'il surplombe. Et voici la rampe des escaliers d'un Airbnb. Même les panneaux de signalisation sont des œuvres d'art dans ce pays. Et regarde plutôt celle-là, un autre internaute en a recensé encore d'autres. Cet utilisateur de Reddit, quant à lui, a diffusé une photo d'un supermarché situé dans un ancien théâtre vénitien. Un autre usager a visité un supermarché similaire. Et puisque nous parlons de supermarchés, les animaux de compagnie y sont apparemment autorisés. Il existe même des caddies spéciaux pour les transporter. Les villes italiennes sont vieilles de plusieurs siècles, et il s'y trouve pas mal de rues étroites dont les véhicules de livraison ont bien dû s'adapter. Voici l'un d'entre eux. Certaines villes ont des canaux ou se situent sur des îles. Voici donc un bateau UPS sur l'île de Murano. L'Europe abrite de nombreuses nations. La ville de Bâle, en Suisse, se situe à la frontière de la France et de l'Allemagne. L'aéroport a donc 3 sorties. Tu peux sortir directement de l'aéroport pour te rendre en France, en Allemagne ou en Suisse. Sortons donc du côté allemand. Regarde, il y a un feu vert avec une fille qui tire son chameau. On se demande bien pourquoi, puisque les chameaux ne sont pas particulièrement germaniques, mais c'est plutôt mignon. Voici un autre feu de circulation représentant Karl Marx, le célèbre philosophe allemand. Revenons un court instant sur les distributeurs automatiques déconcertants. En Allemagne, on peut trouver des distributeurs automatiques de saucisses. Hambourg est le port principal d'Allemagne. Un fleuve relie la ville à la mer du Nord. Il n'est donc pas étonnant qu'on y trouve un drive-in McDonald's pour les bateaux. Et regarde donc le design de cette bouteille d'eau minérale vendue dans les Alpes suisses. Et ici, voici un souvenir rapporté de France par un touriste. Ce sont des stylos en forme de baguette. Regarde cette étroite maison en Espagne. On se demande bien à quoi elle ressemble à l'intérieur, mais hélas, cet internaute n'a partagé que la façade. Au Portugal, les antennes de téléphonie mobile sont camouflées en arbre. Et voici un bus qui peut rouler sur les routes puis se transformer en bateau. Un internaute a repéré à Londres des portes dont la poignée se trouve au milieu. Cela semble très peu pratique, mais apparemment, la poignée ne tourne pas et ne sert qu'à tirer la porte pour la claquer. Et la partie métallique avec le trou de la serrure est munie d'un petit loquet en dessous. L'Europe déborde de lieux d'histoire. Cette boîte aux lettres porte le sceau d'un monarque ayant régné il y a plus d'un siècle. À l'époque, les cabines téléphoniques rouges étaient très en vogue. Aujourd'hui que tout le monde dispose d'un ou 2 téléphones portables, ce n'est plus tellement le cas. Ces cabines téléphoniques sont donc utilisées à des fins différentes. Celle-ci, par exemple, est devenue un atelier de réparation de smartphones. Le Luxembourg est un pays tout petit mais très riche, coincé entre la France, l'Allemagne et la Belgique. On y trouve des distributeurs automatiques de baguettes. Remontons un peu vers le nord, aux Pays-Bas. Les agriculteurs bordent leurs champs de rangées de fleurs et installent des panneaux avec un code QR qui permettent aux gens de payer pour les cueillir. Et voici une installation bizarre repérée par un internaute. Au Danemark, à Aarhus, une ville fondée par les Vikings au 8e siècle, on trouve des feux de signalisation à l'image de petits Vikings. Dans le métro suédois, certaines poubelles ont un espace séparé pour les canettes. Les ferrailleurs peuvent les collecter pour gagner un peu d'argent. En Norvège, il y a une statue gigantesque d'un élan argenté. Et voici des panneaux représentant des rennes sur des cabines de toilettes. Apparemment, les Finlandais sont aussi polis que les Canadiens. Dans le bus, ils disposent d'un bouton pour remercier le chauffeur. Un internaute a également repéré un motif de raton laveur sur le siège d'un bus. Nous connaissons tous les chevaux à bascule. La plupart d'entre nous en avons probablement chevauché un dans notre enfance. Et les petits Finlandais, eux, ont des élans à bascule. Beaucoup de gens viennent en Islande dans l'espoir d'apercevoir une aurore boréale. Un internaute a remarqué dans sa chambre d'hôtel un téléphone doté d'une touche spéciale pour réveiller le client lorsqu'une aurore apparaît.
Et les Lituaniens, pour leur part, placent parfois de fausses voitures de police sur le bord des routes pour lutter contre les excès de vitesse. L'Europe a longtemps été gouvernée par la monarchie. Aujourd'hui encore, de nombreux pays comme le Royaume-Uni, les Pays-Bas, l'Espagne, le Danemark, la Belgique et bien d'autres encore sont gouvernés par des rois ou des reines. Il n'est donc pas étonnant que des centaines de châteaux soient éparpillés à travers l'Europe. La Pologne n'a plus de monarque aujourd'hui, mais elle compte encore 500 châteaux. Et voici un panneau avertissant des éruptions de fantômes à côté de l'un d'entre eux. À Wrocław, tous les monuments ont été modélisés en plus petit pour que les malvoyants puissent les toucher. Il y a aussi une statue de Dark Vador dans une ville polonaise. En réalité, il s'agit de la statue d'un magnat polonais qui avait supervisé la construction du port. Mais de temps en temps, les habitants griment la statue de ce costume de Dark Vador. Et ce panneau polonais interdit spécifiquement aux vélos, aux tracteurs et aux chevaux de circuler sur l'autoroute. Dans certains endroits, il y a une ligne séparée sur le trottoir pour les personnes qui marchent en regardant leur téléphone. Traversons à présent l'Atlantique pour nous rendre en Afrique. Voici la dune 7 en Namibie, la 7e plus grande dune au monde. Elle est aussi haute que l'Empire State Building. Un internaute a partagé cette photo. En Tanzanie, quelqu'un a installé un véritable penthouse sur le toit d'un immeuble. On a fait quelques recherches et on a découvert qu'il s'agissait d'un hôtel. Ça n'explique toujours pas pourquoi l'avoir fait sur le toit, mais ça n'en est pas moins ingénieux. C'est peut-être juste un coup marketing. Au Mozambique, les conducteurs doivent faire attention aux éléphants. Et voici un panneau d'Afrique du Sud qui demande de faire attention aux manchots. Et encore un autre qui demande de protéger les poubelles des babouins. Les babouins sont donc un peu les ratons laveurs de l'Afrique du Sud. Les arbres qui poussent au travers des routes ne sont guère surprenants, mais voici un palmier au Maroc qui pousse à travers plusieurs balcons. Un internaute a partagé la photo d'un cheval fugueur en Israël se promenant dans une zone urbaine. Les rencontres avec des chevaux en pleine ville sont relativement fréquentes dans les parages. Enfin, un hôtel en Turquie a servi à cet internaute un rayon de miel tout entier pour son petit déjeuner. De nombreux mythes entourent ce qui est sans doute la plus grande structure jamais érigée par l'homme, la Grande Muraille de Chine. Certains affirment qu'elle est si vaste qu'elle serait visible depuis l'espace. D'autres prétendent qu'on peut l'apercevoir d'aussi loin que la Lune. D'autres théories suggèrent que les bâtisseurs de la muraille seraient restés à l'intérieur. Désolé de te décevoir, mais toutes ces histoires épatantes ne sont rien d'autre que des mythes. Mais même si ces légendes ont été démenties, la Grande Muraille de Chine demeure une structure impressionnante et à couper le souffle. Alors, laisse-nous te raconter sa véritable histoire. Aujourd'hui, la Chine est l'un des pays les plus peuplés du monde, avec 1,4 milliard d'habitants. C'est aussi l'une des nations les plus anciennes au monde. Elle présente 3500 ans d'histoire, écrite ininterrompue. Mais la civilisation existait bien avant cela. Selon une théorie, alors que le continent européen par exemple, a probablement été colonisé par des humains venus d'Afrique, la Chine n'aurait pas été peuplée par des nomades venus d'ailleurs. Certains estiment que la civilisation chinoise se serait formée à partir des populations locales de l'âge de pierre, qui vivaient sur ce territoire depuis la préhistoire. Parlons maintenant de la Grande Muraille de Chine. Elle était vraiment très grande, même selon les critères actuels, puisqu'elle s'étend sur plus de 2000 km. Pour mieux visualiser cela, c'est presque 5 fois la distance entre New York et Los Angeles. Voire même un peu plus que la distance entre le pôle Nord et le pôle Sud. Même à l'époque moderne, on n'a jamais construit quelque chose d'aussi grand. Bien sûr, la Grande Muraille de Chine ne s'est pas faite en un jour, 2 peut-être, tu peux continuer à compter. À vrai dire, la construction de la muraille aura duré des siècles. Tu sais sûrement que les cités anciennes étaient entourées d'enceintes pour se protéger des envahisseurs. Et oui, les villes chinoises en avaient aussi. C'est le premier empereur chinois qui a unifié le pays en 220 avant notre ère, et a eu cette idée brillante mais par trop ambitieuse. Convertir tous les murs de ces villes en une seule grande muraille qui défendrait la frontière du pays contre les attaques venant du nord. Un général de confiance dirigeait la construction, enrôlant un immense groupe d'ouvriers, soldats, roturiers et condamnés en tout genre. À l'époque, la muraille fut construite en terre battue et en bois. À certains endroits stratégiques, les sections du mur se chevauchaient pour assurer une sécurité maximale. Ces murs mesuraient en moyenne 8 mètres de haut. Mais la Grande Muraille ne ressemblait pas encore à la construction que nous connaissons aujourd'hui.
Chaque empereur successif reprenait le projet de la Grande Muraille, la renforçant et l'étendant, la réparant, mais modernisant également ses techniques de construction. Certains utilisaient des briques, d'autres des blocs de granit et de marbre. Les tours de guet et les plateformes n'existaient pas non plus à l'origine. Elles furent ajoutées par les empereurs Ming. Ces tours permettaient de communiquer avec les autres sections de la muraille par des messages de fumée. Celle-ci est donc assez hétéroclite en termes de matériaux, mais cela ne fait qu'ajouter au charme de la construction et montre le temps et les efforts qu'elle a nécessités. Si certaines parties de la muraille sont restées debout pendant des siècles et sont toujours en bon état, c'est en partie dû à la farine de riz gluant. Il s'avère que ce mortier fait de riz est comparable à du ciment. Il est aussi solide qu'imperméable, scellant les briques si étroitement que même les mauvaises herbes sont incapables d'y pousser. On peut également remarquer que certaines briques portent des inscriptions gravées. Elles y ont été laissées par les ouvriers qui ont construit la muraille. Ces inscriptions avaient pour but de garantir la qualité de l'ouvrage. Elles recèlent des informations telles que l'emplacement, la quantité et le nom des responsables du projet. Ainsi, en cas de défaut, lié à la qualité des matériaux ou de la construction elle-même, on savait qui était à blâmer. Récemment, un groupe de chercheurs a examiné des documents historiques officiels de la dynastie Ming, qui a régné sur la Chine du XIVe au XVIIe siècle. Ils sont tombés sur des documents faisant état de portes cachées dans la Grande Muraille, et ils ont donc décidé de les retrouver. On a eu recours à un drone volant pour prendre en continu des photos de la muraille avec une résolution de l'ordre du centimètre. Les chercheurs ont ainsi photographié 90% de la muraille construite sous la dynastie Ming et ont découvert les vestiges de plus de 220 portes secrètes le long du mur d'enceinte. Certaines d'entre elles avaient une largeur et une hauteur spécifiques qui ne permettent qu'à une seule personne de les passer. D'autres étaient assez grandes pour permettre à 2 chevaux de les franchir en même temps. Pourquoi ces portes se trouvent-elles là? L'objectif principal de la Grande Muraille était de protéger le pays de l'envahisseur. L'édification de portes permettant à l'ennemi de pénétrer en Chine remettrait donc en cause la raison d'être du mur. Ces portes étaient donc des passages secrets. Elles correspondaient parfaitement à la topographie environnante, et l'ouverture extérieure était camouflée par des briques, de sorte qu'il était presque impossible de la distinguer de l'ensemble du mur. Mais la muraille ne remplissait pas seulement une fonction défensive, et elle n'a jamais été complètement close. Elle pouvait être ouverte sur demande. Cette structure était aussi utilisée pour les échanges et le commerce. La communication entre l'intérieur et l'extérieur et, bien sûr, pour la protection et l'espionnage. Certaines portes étaient utilisées pour le commerce avec les pays frontaliers. Et par des portes plus petites, une personne se faufilait pour espionner l'ennemi qui vivait de l'autre côté. Ces portes secrètes étaient également utiles en cas d'attaque soudaine. Comme on s'en souviendra, certaines d'entre elles étaient camouflées au moyen de briques à l'extérieur. La sortie était tellement indiscernable que l'ennemi n'avait aucune idée de l'endroit exact où elle pouvait se trouver. Pour les soldats chinois, l'entrée à l'intérieur était creuse. Ils pouvaient ainsi traverser le mur et briser la porte de sortie camouflée, lançant ainsi leur attaque surprise. Même si l'objectif principal était d'empêcher les étrangers de pénétrer dans l'Empire, la muraille n'était pas très efficace à cet égard. On pouvait toujours l'escalader ou la contourner. Elle était donc surveillée en permanence, et les gardes envoyaient des signaux aux troupes s'ils voyaient l'ennemi s'approcher. En outre, ce mur donnait davantage de temps pour mobiliser et renforcer les armées chinoises, ou pour attirer les troupes ennemies dans une position stratégique difficile. La construction s'est arrêtée à la fin du XIXe siècle, le mur ayant perdu son importance stratégique et militaire en raison des progrès technologiques. Au fil des siècles et jusqu'à aujourd'hui, seuls 8% de la Grande Muraille sont encore en bon état, le reste étant endommagé. En outre, environ un tiers de la muraille a disparu sans laisser de traces, en raison de l'érosion naturelle et des dégâts causés par l'homme. On peut donc dire qu'il ne s'agit plus que d'un joli vestige. Comme on s'en souviendra, les premières parties du mur ont été construites en pisé et en bois. Ce ne sont pas les matériaux les plus durables à l'échelle de plusieurs millénaires. En outre, les méthodes agricoles modernes destructrices ont transformé de vastes zones en désert et ont contribué à son érosion. Par ailleurs, de nombreuses briques ont été retirées du mur au siècle dernier pour être utilisées dans la construction de fermes et de maisons.
Aujourd'hui encore, la muraille est déconstruite pierre après pierre. Mais cette fois, par les touristes. Bon nombre d'entre eux en emportent une en guise de souvenir. Cela fait beaucoup de pierres, sachant que plus de 10 millions de touristes visitent la Grande Muraille chaque année. Depuis 1987, la muraille est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO, ce qui souligne son importance exceptionnelle pour l'humanité. La muraille est l'un des 56 sites chinois inscrits au patrimoine mondial, ce qui la place au second rang des pays dont les sites sont protégés par l'UNESCO. Qui est le premier, te demandes-tu? La première place, avec 58 sites inscrits patrimoine, revient à l'Italie. Et sais-tu que la muraille n'est pas seulement une célèbre attraction touristique, mais aussi le lieu du marathon de la Grande Muraille? Ce marathon, créé en 1999, est l'un des plus difficiles au monde. Tu l'auras deviné, les participants courent le long de la muraille, y compris sur toutes ses marches. Il y a 3 distances, de sorte que les participants peuvent courir un marathon complet de 42 km, un semi-marathon de 21 ou un simple footing de 8 km. 300 000 habitants et plus de 80 000 chevaux. Bienvenue en Islande. La race de chevaux locale y est très spécifique. Ils sont robustes et ont une espérance de vie élevée. Et pour cette raison, sont très populaires dans le monde entier. On peut aussi trouver ces chevaux en Amérique du Nord et en Europe, mais ils peuvent avoir certaines caractéristiques dont les Islandais ne veulent pas forcément pour leurs propres chevaux. C'est pourquoi les Islandais souhaitent éviter de mélanger leurs chevaux avec d'autres races. Ils ont donc adopté une loi il y a plus de 1000 ans qui interdit l'importation de chevaux. Et s'ils te vendent un de leurs chevaux, tu ne pourras pas non plus le leur rendre. Pas de chewing-gum à Singapour. Des vandales avaient la mauvaise habitude de coller leur chewing-gum sur les capteurs des portes ou trouvaient un autre moyen de perturber les transports en commun, si bien que le pays devait dépenser environ 150 000 $ par an pour nettoyer tout ça. Il était plus facile de l'interdire par la loi, donc aucun chewing-gum ne peut être acheté, vendu ou soufflé en bulle. N'en mets pas non plus dans ta valise si tu pars en voyage là-bas. Tu pars en Grèce? Bien, profite du voyage, mais choisis les bonnes chaussures. Depuis 2009, les talons hauts sont interdits à l'Acropole. Non pas que les Grecs aient quoi que ce soit contre les talons aiguilles, mais ils ont simplement voulu protéger leurs ruines antiques des dommages que ces choses pointues peuvent causer. Et puis, de toute façon, les talons ne sont pas vraiment pratiques pour marcher sur ces vieilles pierres. Dans la ville italienne de Milan, il est illégal de froncer les sourcils en public, ou du moins, c'était le cas il y a quelques siècles. Au cours de périodes historiques difficiles, Milan a dû créer un moyen de se démarquer. C'est pourquoi il existe une loi qui obligeait les gens à sourire et à être généralement de bonne humeur dans les lieux publics. L'Allemagne a des autoroutes où tu peux rouler à plus de 160 km/h. Mais si tu roules vite et que tu tombes en panne d'essence alors que tu es encore sur l'autoroute, tu écoperas d'une belle amende. Tu es à 1 ou 2 km de la station-service et tu veux t'y rendre à pied? Mieux vaut éviter. Cela te vaudra une autre amende. Les Allemands imposent de faire le plein de la voiture et marcher le long de l'autoroute n'est pas très sûr, tout comme laisser sa voiture sur le bord de la route. Bon baiser de Nouvelle-Zélande. Si tu veux passer ton dimanche après-midi à voler avec un coq dans une montgolfière, tu devras trouver un autre pays pour le faire, car ici, c'est illégal, désolé. Restons en Océanie. En 1966, une loi australienne a empêché les gens de faire voler un cerf-volant dans un lieu public si cela dérangeait les autres personnes. Heureusement, 1966, c'était il y a longtemps, donc personne ne s'en souviendra si tu décides de t'amuser avec un cerf-volant dans un parc. En revanche, tu ne peux toujours pas attacher ta chèvre à ton véhicule dans ce pays. De même, les déguisements de Batman et Robin sont interdits. Tu ne voudrais pas avoir à prouver aux forces de l'ordre que tu n'es pas un vrai justicier, si? Dans certaines villes, les chauffeurs de taxi doivent avoir une botte de foin dans leur coffre en permanence. Du moins, c'était le cas jusqu'en 1980. Cette loi vient de l'époque où les chevaux étaient encore le principal moyen de locomotion, et on ne peut pas mettre d'essence dans un cheval. Passons maintenant aux États-Unis. Si tu es dans l'État de Washington, ne pense même pas à aller chasser Bigfoot. Une loi a été adoptée en 1969 afin de déclarer Bigfoot comme une espèce en voie de disparition. Mais ils n'ont rien dit à propos du Yéti. Dans le Vermont, il existait auparavant un règlement interdisant les cordes à linge, car certains élus ont voté contre l'inesthétisme du linge et des sous-vêtements qui séchaient à la vue de tous. Mais un nouveau règlement a été instauré. On ne peut pas interdire aux gens d'installer des cordes à linge.
Une règle qui en annule une autre, difficile de s'y retrouver. Chut, tu entends ça? Quelqu'un parle derrière cette porte. Tu te demandes ce qu'ils sont en train de dire? Arrête-toi tout de suite, du moins si tu es en Oklahoma. La loi stipule que tu ne peux pas te promener secrètement, surprendre accidentellement la conversation de quelqu'un et la répéter ou la publier plus tard. Donc, si tu as quelque chose à partager, va le confier aux habitants de l'Oklahoma, ton secret sera en sécurité là-bas. Si tu te promènes un jour dans le Nevada et que tu décides de t'allonger sur le trottoir pour te reposer, réfléchis-y à 2 fois, car c'est illégal là-bas. Ne t'assieds pas non plus, c'est interdit aussi. Si tu vas à Baltimore, dans le Maryland, souviens-toi de ne pas amener ton lion au cinéma, même si ton gros félin a très envie de voir le film. Les règles sont les règles. Et pendant que tu y es, souviens-toi de quelques autres règles à ne pas enfreindre. Ne pas dire de gros mots dans les lieux publics, ne pas manger en nageant dans l'océan, ne pas porter de chemise sans manches dans les parcs publics. Il est interdit de jeter des briques sur une autoroute dans l'Iowa, à moins d'obtenir une permission écrite du conseil municipal. Quand on y pense, c'est assez justifié. Si tu n'as pas envie de voir ces grands panneaux publicitaires lumineux dans toute la ville, va à Hawaï. Ils les ont interdits en 1920. Ce n'est certainement pas la seule raison de visiter l'archipel, mais c'est bon à savoir. D'autres États comme le Vermont et le Maine ont suivi cet exemple, et ils en sont fiers. Une ville de Géorgie prend très au sérieux le fait de manger du poulet frit. Pas de fourchette, tu dois le manger avec tes mains. En 2009, une femme qui fêtait son 91e anniversaire dans un restaurant était en train de manger du poulet avec une fourchette, lorsque la police est arrivée et lui a dit qu'elle était en état d'arrestation. La dame a ensuite été graciée, mais attention quand tu manges du poulet en Géorgie. En parlant de ça, sais-tu pourquoi le poulet a traversé la route? Ce qui est sûr, c'est que cette blague n'a certainement pas été inventée là-bas, puisqu'il y est illégal pour un poulet de faire cela. Tu penses que les serpentins sont amusants? Une ville d'Alabama n'est pas d'accord, car elle a fermement interdit la détention, l'utilisation, le stockage, la vente, la fabrication ou le don de toutes sortes d'aérosols à fil serpentin ou d'articles similaires. Aussi, quand tu es là-bas, ne conduis pas les yeux bandés. Une loi l'a officiellement interdit, car ils prennent très au sérieux l'avertissement de « garder les yeux rivés sur la route ». Ça suffit, monsieur Lan, il est interdit de dormir dans une baignoire. C'est ce que doivent dire les gens en Arizona pour ne pas enfreindre une loi. Dans les années 1920, les habitants de la région ont pu voir l'âne d'un éleveur dans une baignoire, charrié par une crue. L'inondation a été provoquée par la rupture d'un barrage et la baignoire a été abandonnée dans le jardin de l'éleveur. L'âne a simplement décidé de faire une sieste dedans par une longue et chaude après-midi d'été, après le déjeuner. C'était plus fort que lui. Après avoir réussi à sauver l'animal de la baignoire flottante, la ville a décidé d'interdire aux ânes de dormir dans les baignoires, juste au cas où. Dans le Connecticut, un cornichon doit rebondir pour être considéré comme tel. Dans les années 1940, 2 hommes ont même été arrêtés pour avoir vendu des cornichons qui n'étaient pas légitimes, parce qu'ils ne rebondissaient pas. Vendu des cornichons qui n'étaient pas... Ouais, comment un cornichon rebondit-il exactement? Toujours dans le Connecticut, il est illégal de traverser une jour dans le Connecticut. Une des règles les plus difficiles à ne pas enfreindre, sans aucun doute. Ton meilleur ami fête son anniversaire, que pourrais-tu lui offrir? Un bon pour une journée au spa? Des billets pour Disneyland? Un dîner dans un restaurant chic? Un rat? Malheureusement, offrir un rat est interdit si tu es dans le Montana. Heureusement, si tu vas en Floride, un rat est un cadeau tout à fait acceptable. En tout cas, bien meilleur que certains animaux plus gros, car là-bas, tu dois payer des frais de stationnement pour eux. Notamment les chameaux, les éléphants, les chevaux, etc. La loi est dure, mais c'est la loi. Tu es en train de dîner dans un restaurant chic avec une assiette pleine de soupe à l'oignon suivie d'un fondant au chocolat. Le serveur s'approche pour te demander comment était ton repas et, la bouche pleine, tu affiches une expression satisfaite et tu fais le geste que tout va bien. Tu t'attends à voir de la joie sur le visage du serveur, mais il te regarde avec une profonde irritation. Il se trouve que dans certains pays, faire un cercle avec ton index et un pouce ne veut pas forcément dire « OK ». Cela peut aussi signifier 0 ou sans valeur. Au lieu de faire l'éloge de la nourriture, tu viens de dire qu'elle ne valait rien. Oups! Au Venezuela, en Turquie et au Brésil, c'est un geste de la main que tu ne devrais pas utiliser. Dans ces pays, c'est un signe qui offensera à peu près tous ceux à qui tu le montreras.
Montre-leur simplement ton plus grand sourire et attends d'avoir fini ceux que tu as dans ta bouche pour les remercier correctement. Dans le monde entier, faire le signe du pouce en l'air est considéré comme positif. C'est l'expression de ta sympathie envers quelque chose ou le signe que tout va bien de façon générale. Dans certaines parties de l'Italie, de l'Afrique de l'Ouest, de l'Iran et de la Grèce, cependant, il est considéré comme un geste incroyablement offensant. En Malaisie, on utilise ce doigt pour montrer des objets ou des personnes. Alors la prochaine fois que tu essaieras de faire de l'autostop dans ces pays, tu devras reconsidérer le fait de mettre ton pouce en l'air. Tu pourrais ne jamais être pris. Faire à quelqu'un le symbole de paix en forme de V est sans conséquence au Royaume-Uni, en Australie ou en Nouvelle-Zélande, tant que ta main n'est pas à l'envers. Dans ce cas, ce symbole peut être très offensant et tu ne vas pas te faire beaucoup d'amis. Alors assure-toi que lorsque tu as ton index et ton majeur pointés vers le haut en forme de V, ta paume soit tournée vers l'extérieur et tu ne devrais pas t'attirer de problème. S'incliner en avant est très courant dans les cultures d'Asie orientale pour se saluer et accueillir des invités ou des clients. Plus l'inclinaison est basse, plus on te respecte. Heureusement, la plupart des Japonais ne s'attendent pas à ce que les étrangers comprennent tout de suite l'étiquette liée à la révérence. En général, ils acceptent aussi une poignée de main ou un signe de tête. Mais le fait de te familiariser et de t'entraîner à te pencher avant d'aller au Japon impressionnera tous les habitants. Jusqu'où penses-tu pouvoir descendre ? Utiliser ton index peut être considéré comme malpoli dans plusieurs pays européens, latino-américains et africains. Mais pointer du doigt est particulièrement mal vu en Chine, au Japon et en Indonésie. Ce geste peut être compris comme une accusation ou une insulte. Si tu demandes ton chemin aux Philippines, tu risques de te gratter la tête en te demandant où ils veulent en venir. C'est normal, les locaux utilisent leurs lèvres au lieu de leurs mains. En cas de doute, où que tu sois dans le monde, fais simplement un geste vers une personne ou un lieu en utilisant toute ta main. Tu pourrais penser que lever le petit doigt te donne l'air chic, mais en Chine, c'est très mal vu. Ce geste équivaut à mettre le pouce vers le bas et exprime ton insatisfaction. Lorsque tu prends des photos avec d'autres personnes, sois respectueux et ne fais pas de gestes obscènes avec tes mains. 2 gestes à éviter, en particulier, sont de lever ton petit doigt et de pointer quelque chose avec un objet sale, comme une fourchette ou une baguette utilisée. Il est certes amusant de manger avec des baguettes, mais tu peux offenser quelqu'un sans le vouloir si tu les poses dans le mauvais sens. Lorsque tu es en Chine, en Corée du Sud ou au Japon, ne fais pas l'erreur de planter tes baguettes à la verticale dans un bol de riz. Cela porte malheur. Si tu dois poser tes baguettes, place-les simplement sur le côté ou en travers du bol. De même, lorsque tu es à table en Corée du Sud ou en Chine, ne demande pas à quelqu'un de te passer un plat. Dans ces pays, tu dois être proactif et attraper la nourriture que tu désires. Et tu ne vas offenser personne si tu prends la dernière bouchée. Dans certains pays, il est acceptable de se moucher pendant le repas. Nous ne sommes pas toujours préparés à ce chatouillement soudain du nez. Mais tant que tu t'excuses et que tu te détournes, tout va bien. Sauf si tu te trouves en vacances au Japon, en Chine ou en Corée du Sud, où les piments peuvent faire couler ton nez très rapidement. Ne te mouche jamais en public. Si tu dois te dégager les narines, pense à quitter la table et à te moucher dans les toilettes ou à te cacher de tout observateur en restant silencieux. C'est considéré comme impoli et peu hygiénique pour les personnes qui t'entourent. Utilise toujours un mouchoir en papier et non en tissu et jette-le après usage. Les Fidji sont l'une des plus belles destinations du monde, regorgeant de plages magnifiques et de locaux avenants. En passant tes vacances sur cette île, ne sois pas surpris. Tu rencontreras sûrement quelques Fidjiens qui voudront te serrer la main pendant très longtemps. En effet, il est de coutume de se tenir la main pendant toute la durée de l'échange de vos salutations. Veille à ne pas la retirer trop rapidement. Il est considéré comme très impoli de mettre fin à une poignée de main brusquement. Si tu es en Inde, joins tes mains devant toi au lieu de serrer la main d'une personne. En faisant ce geste de prière avec tes mains, incline légèrement la tête vers le bas et salue la personne d'un simple namasté. Les mains près de ta poitrine. Croiser les bras ne signifie rien dans la plupart des pays. Peut-être que tu as froid, que tu t'ennuies ou que c'est simplement plus confortable. Mais en Finlande, cela risque d'envoyer le mauvais message. Avoir les bras croisés signifie un manque de respect majeur. Les Finlandais voient cela comme un signe d'arrogance et de défi. C'est surtout pour dire aux gens qui t'entourent que tu cherches les ennuis. Aïe! Ce langage corporel sera pris comme un défi, donc tu seras probablement mal vu si tu le fais. Plus précisément, évite de croiser les bras directement en face de quelqu'un. Tu ne voudrais pas causer de problème si tu es en voyage là-bas. En Russie, il peut être tentant de serrer la main d'une personne dès que tu la rencontres. Mais si tu te trouves dans l'embrasure d'une porte, tu peux oublier. Ce n'est pas la fin du monde si tu négliges cette règle simple, mais certains Russes considèrent que cela porte malheur. Franchis entièrement le seuil de la porte avant de tendre la main pour saluer quelqu'un.
Cela vaut pour les restaurants, les maisons, les magasins et à peu près tout ce qui peut avoir une porte. Évite cette simple erreur et tu t'épargneras des ennuis et beaucoup de malchance. La tête est la partie la plus sacrée du corps en Thaïlande, de sorte que tapoter quelqu'un sur la tête peut être considéré comme une grave offense. En Occident, tapoter ou ébouriffer les cheveux de quelqu'un est plutôt un signe d'affection ou d'encouragement. Mais en Thaïlande, il est préférable de garder tes mains loin de la tête des autres pour éviter de leur manquer de respect ou de les faire se sentir impurs. Il est également sage de ne pas montrer quelque chose avec tes orteils, car les pieds sont considérés comme la partie la plus sale du corps. En voyage, la dernière chose que tu veux faire est d'insulter les locaux. Regarder sa montre au milieu d'une conversation peut être considéré comme extrêmement impoli au Moyen-Orient. On croira que tu es pressé de t'éloigner de la personne à qui tu parles. Même si tu as un rendez-vous pour quelque chose, tu ne veux pas être impoli. Laisse la conversation suivre son cours naturel avant de consulter l'heure. Dans la culture arabe, une fois que la conversation a commencé, elle doit prendre son temps. Ne l'oublie pas. En Grèce, ne fais jamais le geste stop avec la paume et les doigts levés. Tu risques de ne pas aimer la réaction des habitants. Ce geste est une énorme insulte pour les Grecs, un stigmate qui remonte à l'époque byzantine. De même, en Corée du Sud, ne haile pas un taxi et ne fais pas signe à quelqu'un de s'approcher avec ta paume tournée vers le haut. Si tu le fais, tu risques d'attendre longtemps. Agiter ta main comme ça est la façon dont les Coréens appellent leurs chiens. La façon correcte de faire signe à quelqu'un est de tendre le bras en ayant la paume tournée vers le bas et en bougeant la main de haut en bas verticalement. Ce n'est pas la seule chose à garder à l'esprit en Corée du Sud. Si une personne plus âgée que toi t'offre un verre, la règle est de le recevoir avec les deux mains, puis de détourner la tête en prenant ta première gorgée. C'est une preuve de respect, or respecter ses aînés est pris très au sérieux en Corée du Sud. C'est ton premier voyage en Égypte. Et tes nouveaux amis t'ont invité à déjeuner. La nourriture te semble un peu fade, alors tu décides de la relever un peu avec du sel et du poivre. Comme il n'y en a pas sur la table, tu en demandes à l'hôte et tu remarques que tout le monde est scandalisé. Il s'avère que c'est une grande insulte pour le cuisinier lorsque quelqu'un veut changer le goût original du plat qui se trouve dans son assiette. Le cuisinier l'a fait ainsi pour une bonne raison et vouloir la modifier revient à montrer que le plat n'était pas assez bon. Au Japon, les serveurs, les chauffeurs de taxi et les employés d'hôtel ne reçoivent pas de pourboire, alors que dans le reste du monde, on est habitué à le faire par gentillesse. Ils peuvent se sentir offensés parce qu'ils sont déjà payés pour fournir un service parfait et qu'il n'est pas nécessaire d'ajouter de l'argent pour l'améliorer. Si on veut vraiment montrer sa reconnaissance, il suffit de dire merci. On peut cependant donner un pourboire aux guides privés, aux compagnies touristiques et aux interprètes. Le montant qui te semble approprié peut être mis dans une enveloppe et remis à l'interprète. Si on veut impressionner ses nouveaux amis ou collègues japonais, il faut prendre le temps d'étudier le protocole qui régit l'usage des baguettes. Dès que tu auras maîtrisé l'art de les tenir, n'oublie pas de ne pas les frotter l'une contre l'autre. Les gens le font pour éliminer les échardes, mais cela peut donner l'impression que tu n'es pas satisfait de la qualité des baguettes que ton hôte t'a fournies. Ne les place pas non plus à la verticale dans ton bol de riz, car cela pourrait être perçu comme une offrande aux défunts. N'agite pas tes baguettes en l'air et ne les utilise pas pour pointer du doigt, car ces deux gestes sont considérés comme extrêmement grossiers. De même, il est interdit de déplacer des objets avec elles ou la main qui les tient. C'est un manque de respect et on risque de renverser des choses. En Italie, ne commande pas de cappuccino au-delà de midi. Les locaux ne le font pas car ils pensent que le lait et la mousse font de cette boisson un vrai repas, ce qui n'est pas bon pour la digestion. Par ailleurs, il faut déguster son café debout au bar et le payer avant même de l'avoir commandé. Il faut d'abord payer à la caisse, puis montrer le reçu au serveur pour obtenir sa boisson. Fan de chewing-gum? À Singapour, ça ne va pas être de tout repos pour toi. L'utilisation, la vente et l'importation de chewing-gum y sont interdites et tu devrais payer jusqu'à plusieurs milliers de dollars pour avoir manipulé du chewing-gum. Cette loi a été introduite dans les années 1990 pour rendre la ville plus propre et faire que les trains rapides locaux arrivent à l'heure. Au moment du lancement d'un nouveau système de transport en commun, des passagers ont collé des chewing-gums sur les capteurs des portes des trains, ce qui a entraîné de sérieux retards. Les nouvelles règles ont permis de résoudre ce problème. La politique pas de chewing-gum, ainsi que de nombreuses autres règles strictes, ont contribué à faire de Singapour une ville vraiment propre et agréable.
Si tu ne peux absolument pas imaginer ta vie sans mâcher, les autorités locales recommandent de remplacer le chewing-gum par des bananes. En Bolivie, lorsque quelqu'un te demande de lui passer quelque chose comme du sel à table, ne lui donne pas directement. Donne-le à la personne assise à côté de toi et elle le passera. Si la personne à côté de toi te fait cette demande, tu ne peux toujours pas lui tendre directement. Un voisin de table devra t'aider. Cette coutume vient d'une superstition selon laquelle remettre quelque chose à quelqu'un directement dans ses mains porte malheur. Pour les mêmes raisons, il est interdit de tendre la main à travers la table ou de se lever pour passer ou lancer quelque chose à quelqu'un. Et n'oublie pas de garder les deux mains sur la table lorsque tu n'es pas en train de manger. On pourrait croire que tu essaies de cacher quelque chose si elles ne sont pas visibles à tout moment. Lorsque tu arrives pour un dîner en Jordanie, tes hôtes peuvent t'offrir un café arabe amer en guise de bienvenue. N'essaie pas de le garder pour la fin du repas. La politesse veut que tu le boives rapidement. Ce n'est que lorsque tout le monde aura fini que les gens se remettront à socialiser. Lorsque tu passes le gobelet vide à tes hôtes, n'oublie pas de secouer le poignet. Si tu ne le fais pas, cela signifie que tu demandes à être resservi. Ne te précipite pas pour arriver à l'heure à un événement au Venezuela. Les gens pourraient penser que tu es impoli ou affamé. La politesse veut que l'on arrive avec 10 à 15 minutes de retard. Les événements prévus à 19h commencent souvent à 20h ou plus tard. Une histoire populaire raconte que dans les années 1980, un journaliste étranger est arrivé à une conférence de presse avec plus d'1 heure de retard. Lorsqu'il a constaté que la salle était presque vide, il est allé s'excuser auprès de l'hôte pour avoir manqué l'événement. L'hôte lui a alors dit qu'il était le premier journaliste à être arrivé. C'est assez étonnant car les horloges de ce pays sont officiellement en avance de 0,9 secondes sur le reste du monde depuis des années. Tu as l'intention de voyager en bus en Irlande prochainement ? N'oublie pas de remercier le chauffeur en descendant du bus. Tu constateras que la très grande majorité des habitants le font de manière appuyée, car c'est une règle locale. Choisis bien ton cadeau si tu es invité dans une maison au Vietnam. Il est possible d'apporter des fruits, des sucreries ou de l'encens. Les mouchoirs sont considérés comme le symbole d'un triste adieu, et les couteaux sont le signe de relations interrompues. N'en apporte donc jamais. Emballe ton cadeau dans du papier coloré et évite toujours le noir. Les habitants de la région estiment que cette couleur est de mauvais augure. Lorsque tu présentes ton cadeau, tiens-le à 2 mains. Ne sois pas surpris que tes hôtes ne l'ouvrent pas tout de suite. L'ouverture se fait après le départ du donateur. En Inde, ne laisse rien dans ton assiette. C'est un signe de manque de respect pour la nourriture qui t'a été servie. La nourriture est considérée comme sacrée dans ce pays, ce qui contrarierait beaucoup tes hôtes. Donc lave et sèche tes mains avant de commencer le repas. N'oublie pas de féliciter le cuisinier et attends que le plus âgé se lève avant de quitter la table. Dans le sud de l'Inde, il est courant de servir la nourriture sur une feuille de bananier. Il faut la plier par le haut quand on a terminé le repas. La replier par le bas signifie que l'on n'est pas satisfait de ce que l'on a reçu. Au Danemark, il n'est pas question de se vanter de ses réussites. Les Danois considèrent que tout le monde est égal et personne ne parlera donc de sa réussite professionnelle, de ses talents ou d'une quelconque supériorité. Ils attendent la même chose de toi. Si tu cherches un bon sujet de conversation, la grandeur de leur pays est une bonne option pour les Danois. Ils sont vraiment fiers de leur terre et de toutes les merveilles qu'elle recèle. Si tu pars en voyage en Allemagne et que tu as l'intention d'emprunter la célèbre Autobahn, n'oublie pas de faire le plein avant de prendre la route. Il est interdit de s'arrêter, de se garer, de faire demi-tour et de reculer sur cette autoroute ultra rapide. Oui, même si tu dois t'arrêter parce que tu n'as plus d'essence, tu devras payer une amende car tu étais censé mieux planifier les choses. Et bien que l'autobahn n'ait techniquement pas de limite de vitesse, fais attention si tu passes par des zones urbaines comme Francfort, Berlin et Munich ou par des travaux de construction et une circulation dense. Des instructions spéciales concernant la vitesse seront données à ces endroits. Si tu envisages de découvrir Chypre en voiture, désaltère-toi avant de démarrer le véhicule. Il est interdit de boire quoi que ce soit, y compris de l'eau, en conduisant sur l'île. Si tu ne peux pas résister à l'envie de grignoter ou de boire au volant, apprête-toi à payer une amende. En Éthiopie, il faut réfléchir à 2 fois avant de choisir un cadeau pour quelqu'un. Ils considèrent cela comme une dette qu'ils devront rembourser par la suite. Ainsi, si tu apportes quelque chose de très cher, le destinataire devra soit dépenser beaucoup d'argent pour un cadeau de retour, soit se sentir redevable envers toi.
Lorsqu'un Américain prévoit de visiter l'autre côté de l'Atlantique, il lui faut se préparer à davantage qu'un simple décalage horaire. Selon l'endroit où il atterrira, la vie en Europe pourra lui sembler assez singulière. Et il est donc préférable de faire quelques recherches avant de voyager. En parlant de ces petites différences, l'une des premières choses qu'il pourrait remarquer est l'absence de climatisation. Espérons qu'il ne soit pas trop dépendant de son confort, car la climatisation centrale n'est pas aussi omniprésente que ce à quoi il pourrait être habitué. Chez nous, il n'est pas rare qu'un appartement, un bureau ou même un restaurant tout entier se passe de clim. Contrairement aux Américains, nous comptons le plus souvent sur nos fenêtres et nos ventilateurs. Cependant, les endroits plus grands comme les supermarchés et autres centres commerciaux se débrouillent généralement pour être climatisés. L'eau dans certains restaurants d'Europe n'est pas toujours gratuite non plus, même si c'est une pratique courante aux États-Unis et en France depuis peu. Certes, la plupart des établissements vous proposeront une élégante bouteille de verre, mais vous la retrouverez également sur la note. De plus, si vous réclamez de l'eau, assurez-vous de préciser si vous la voulez plate, car vous pourriez recevoir de l'eau gazeuse à la place. Notre ami américain ferait également mieux d'oublier l'idée de recevoir un grand verre d'eau débordant de glaçons. Il pourra avoir de l'eau froide sortie du frigo, mais les Européens n'ont pas pour habitude de servir des tonnes de glace, comme cela se fait aux États-Unis. Si vous aimez faire du tourisme avec un petit budget, vous savez combien les toilettes publiques peuvent être utiles. Après des heures de marche, il est agréable de tomber sur un lieu d'aisance où l'on pourra se rafraîchir un peu. Eh bien, notre ami d'outre-Atlantique ferait mieux d'avoir de la petite monnaie dans ses poches, parce que, dans de nombreux pays d'Europe, comme la Belgique, il faut payer pour utiliser ces toilettes. Même les fast-food peuvent y nous facturer ce privilège. La meilleure solution est de se rendre dans un café ou un cinéma. Leurs toilettes sont généralement gratuites. De plus, aux États-Unis, les cabines de toilettes ont souvent un large espace au niveau des pieds. Certains disent que cette conception a été choisie pour des raisons d'hygiène et d'accessibilité. En Europe, cependant, ces cabines ont tendance à atteindre le sol pour plus d'intimité. Les célébrations associées au sein sont également très importantes dans de nombreux pays d'Europe, malgré le fait qu'elles ne soient plus si populaires aux États-Unis. Chaque jour de l'année est comme un second anniversaire pour la personne qui porte le prénom associé. Certains Européens, fidèles à cette tradition, la prennent même plus au sérieux que leur propre anniversaire. Même la façon dont nous percevons les choses peut être totalement différente en fonction de l'endroit d'où nous venons. Prenez un bâtiment vieux de 100 ans. Par chez nous, c'est pratiquement tout neuf. Mais aux États-Unis, c'est déjà considéré comme très ancien. En fonction de la personne interrogée, certains Américains pourraient même considérer un objet vieux de 200 ans comme une antiquité. Les Européens utilisent ce terme avec plus de précaution, notre histoire commune remontant bien au-delà du Moyen-Âge. Cependant, en ce qui concerne les distances, c'est tout l'inverse. Les Européens peuvent d'un trouver que conduire 100 km, soit environ 60 miles pour notre ami, c'est déjà pas mal, tandis que pour les Américains, c'est un court trajet. Cela semble assez logique quand on y pense, car l'Europe est bien plus densément peuplée. À vrai dire, l'ensemble de l'Union européenne représente seulement la moitié de la superficie des États-Unis. Quoi qu'il en soit, les Européens ne restent pas immobiles pour autant, que ce soit à l'intérieur de leur continent ou en partant à l'autre bout de la planète. C'est probablement parce qu'un grand nombre de pays européens sont si petits qu'il est normal et facile d'en franchir les frontières tout le temps. Même les appareils électroménagers ont tendance à être différents lorsque l'on compare les deux hémisphères. Prenez par exemple les machines à laver. En Europe, la plupart d'entre elles ne se raccordent qu'à l'eau froide, et beaucoup ont leur trappe à l'avant. Aux États-Unis, il est courant d'avoir des machines qui utilisent à la fois l'eau chaude et l'eau froide, et qui se remplissent par le dessus. À ce propos, assurez-vous de rechercher le type de prise électrique utilisé dans votre pays d'arrivée avant de vous y rendre. Vous pourriez découvrir que vous avez besoin d'adaptateurs spéciaux pour pouvoir utiliser votre chargeur de téléphone ou votre sèche-cheveux pendant vos vacances. Heureusement, la plupart des hôtels sont parés à cette éventualité et peuvent proposer des adaptateurs à la demande, et gratuitement. Les réfrigérateurs peuvent aussi sembler très différents à notre ami américain. C'est parce que les plus petits sont la norme en Europe, sauf pour les grandes familles qui investissent dans des réfrigérateurs et des congélateurs plus conséquents. Ce n'est pas plus mal, surtout si vous aimez partager les courses avec vos colocataires, réduire le gaspillage alimentaire et vous rendre plus fréquemment au magasin pour des aliments frais. Notre touriste aura aussi tout intérêt à perfectionner ses connaissances du système métrique avant de se rendre en Europe. Ici, nous parlons tous en mètres, en grammes, en litres et en degrés Celsius.
Certes, les Américains sont censés apprendre le système métrique à l'école, mais ils s'en tiennent à l'autre système pour leur vie quotidienne, avec ses yards, ses miles, ses livres et ses degrés Fahrenheit. Il faudra qu'ils s'assurent également de vérifier 2 fois les dates et les heures avant d'effectuer toute réservation. Nous écrivons le plus souvent nos dates au format jour, mois, année, alors que les Américains l'inversent pour écrire le mois suivi du jour, puis de l'année. De plus, aux États-Unis, la semaine commence généralement le dimanche et s'achève le samedi. Mais en Europe, elle commence le lundi et se termine le dimanche. Nos formats horaires diffèrent également. Lorsque nous disons qu'il est 14 heures, il n'est pas évident pour tout le monde que nous parlons de 2 heures de l'après-midi. Même la publicité peut sembler assez différente lorsqu'un Américain nous rend visite. Aux États-Unis, il n'est pas rare de croiser des gens qui déambulent dans les rues avec des costumes de mascottes promouvant les entreprises locales. Mais c'est une vue très rare en Europe. De plus, ces énormes panneaux d'affichage que l'on voit souvent le long des autoroutes américaines n'existent pas dans la plupart des pays européens. Ils sont généralement interdits par la loi, car on estime que les conducteurs devraient se concentrer davantage sur la route devant eux, et que de telles techniques de publicité peuvent s'avérer trop distrayantes. Passons maintenant aux noms de rues et aux heures d'ouverture des magasins. En Amérique du Nord, surtout aux États-Unis, il est courant d'attribuer de simples numéros aux grandes artères, comme la 5e avenue ou la 16e rue. Mais en Europe, les rues portent le plus souvent de véritables noms. Et dans certains coins vraiment reculés, on peut même tomber sur des routes qui n'en ont pas du tout. À travers l'Europe, il existe aussi une tradition qui consiste à nommer les routes qui relient les villes d'après celle vers laquelle elles mènent. Les horaires de shopping en Europe peuvent parfois être un peu déroutants, voire frustrants pour notre ami. Vous avez sûrement déjà entendu parler de la siesta en Espagne. Certains pays méditerranéens ayant des coutumes similaires. C'est lorsque les magasins et les entreprises font une petite pause l'après-midi. Les petits commerces des villes européennes les plus chaudes peuvent fermer pendant la pause déjeuner ou avoir des horaires plus courts le week-end. Certains peuvent même rester fermés toute la journée durant des jours spécifiques. Il est donc préférable de vérifier ces horaires si l'on prévoit de faire du shopping à travers le sud de l'Europe. Ces horaires peuvent vraiment affecter vos plans et la facilité avec laquelle vous pourrez obtenir ce dont vous avez besoin. Alors que les Américains ont tendance à sourire tout le temps, même aux inconnus, cela peut sembler assez inhabituel pour les gens d'autres pays. Il y a cependant une raison derrière cela. Voyez-vous, au fil des années, les États-Unis sont devenus un grand melting pot, accueillant des gens venant du monde entier. Être chaleureux et sympathique est devenu crucial pour combler les écarts créés par ces différentes langues et cultures. Parfois, il est plus utile d'être avenant que brutalement honnête. Nos préférences télévisuelles peuvent également sembler déroutantes pour un Américain. Prenez la Norvège, par exemple, où l'on trouve un concept appelé Slow TV. Vous savez comment nous avons parfois tendance à nous laisser happer par une émission pendant des heures? Eh bien, les Norvégiens en ont fait un sport national, pour ainsi dire. Voyez cela comme l'équivalent visuel de la musique d'ambiance. Personne ne reste vraiment scotché à l'écran, à regarder un feu de bois ou une session de tricot pendant des heures. Mais vous pourriez vouloir essayer quand vous aurez besoin d'un divertissement de fond qui ne réclame pas toute votre attention. En parlant de prendre les choses lentement, vous avez peut-être aussi entendu parler d'un concept appelé IG. C'est une véritable philosophie de vie dans les pays scandinaves. Certains pensent que ces principes simples pourraient être le secret du bonheur. Il s'agit de créer une vie exempte de choses désagréables ou accablantes, mais également d'accorder une place centrale à nos relations et de toujours avoir une attitude positive.